Bienvenue dans Ça déraille, le podcast sur le sport où on démarre en peloton et à la fin c'est la Belgique qui gagne. C'est en tout cas le cas en ce moment. Aujourd'hui on va parler de Liège-Bastogne-Liège bien sûr, la poisse d'Alaphilippe, la victoire de son coéquipier Remco Evenepoel. C'est dans la première partie, puis du cyclisme féminin avec Stéphane Delcourt, le manager de la FDJ Nouvelle-Aquitaine, la formation tricolore qui est couronnée de succès en ce moment. Et puis la dernière partie sur le duo Bardet-Pinot. Est-ce que c'est l'heure du retour en grâce? En tout cas, c'est l'heure du retour pour le duo aussi magique, meilleur que Van Aert Laporte, Rémi Dos Santos. Bonjour Johan. Et Jérémy Sakian. Bonjour Johan, bonjour à tous. Bienvenue à la Casa. Eh ben ça fait un petit moment. Ça fait plaisir. Ah oui, bienvenue. Et avec le retour de vraiment l'équipe, la Dream Team, puisque Anthony Nicolas est avec nous aussi, qui a fait des paris en veux-tu, en voilà ce week-end. On n'en peut plus de voir ça sur Twitter, Anthony. Mais bonjour quand même. Bonjour Johan, bonjour Rémi, bonjour Jérémy. C'est un petit peu le cœur lourd. Facile, 3 syllabes mon prénom quand même. Oui, parce que là, ce week-end, t'as perturbé toute la twittosphère. On t'attaquait d'ailleurs Jérémy, qui a adoré. Je suis dégoûté par ce qui s'est passé. Alors, on ne le dira pas ici parce qu'il y a peut-être des enfants qui nous écoutent. On ne pourra pas parler de tous les paris, malheureusement, Anthony. Mais sache que voilà, c'est pas validé par tout le monde. Et il faut rester jusqu'au bout parce qu'il y a un quiz d'anthologie. A priori, en tout cas, on m'a vendu un quiz d'anthologie pour la fin de cette émission avec toute l'équipe. Alors restez bien à l'écoute. J'espère que vous êtes prêts parce que c'est l'heure déjà du départ. Premier monument donc pour Remco Evenepoel qui s'est imposé sur Liège-Bastogne-Liège. Le Belge a fait la différence dans la redoute, puis c'est terminé. Voilà, il ne s'est rien passé derrière. Est-ce qu'on peut dire qu'on s'est ennuyé pendant la course, Jérémy ? Je me tue à vous le dire. Oui, je me tue à vous le dire. Je me suis régalé sur Milan-San Remo contre vents et marées. Je me suis régalé sur le Ronde. Je me suis régalé sur Paris-Roubaix. Mais Liège-Bastogne-Liège, avec ce nouveau parcours, je m'y fais pas. Ouais, c'est un petit peu ennuyant. Anthony, est-ce que tu as aimé cette course ? Bon, je sais que tu as un de tes coureurs préférés qui était sur le podium, donc peut-être qu'à partir de là... Même deux. Même deux, c'est vrai, deux. Mais sinon, en vrai, la course, on s'est fait chier, non, un peu. Disons que moi je suivais un petit peu du coin de l'œil. Encore une fois, t'étais au bar encore ou c'est comment ? En barbecue. Mais moi je suis bien évidemment déçu parce que oui, j'ai deux coureurs sur le podium, mais ils n'ont pas gagné quoi. J'ai deux coureurs, donc t'es directeur sportif maintenant, Anthony. T'es directeur sportif. Ouais. Et ben je suis pas content. Non, je suis pas content. Moi, c'est la victoire ou rien. Vous savez comment ça se passe avec moi. Et oui, mais sinon la course. Sinon la course, non, moi j'ai bien pris sur la fin de course, donc à partir du festival de Remco, moi je veux dire que je me suis régalé. Je vous cache pas, moi les courses sur route, j'aime bien regarder la route, mais je suis quand même addict au cyclocross, on le sait. Je regarde la route, mais moi je regarde quand la route c'est intéressant. Donc à partir de la redoute, moi je me suis régalé. Ah oui, Anthony s'est régalé, mais Rémi, est-ce qu'il s'est régalé sur ce parcours-là, même si pour moi, à partir de la trentaine de kilomètres, c'était un poil ennuyant. Non, pas la trentaine, tout le long de la course, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Enfin, sauf Anthony, on est d'accord là-dessus. Non, oui, il y a eu l'attaque d'Evenepoel, et puis c'est tout. Ouais, derrière, c'est bizarre quand même que tous les favoris se sont regardés la Roche-au-Faucon. Est-ce que vraiment c'était une côte ? On s'est posé la question, mais il y a bien eu quelques petites attaques sur la reprise, la deuxième reprise de cette côte. Mais sinon, c'était particulièrement... on a l'impression que tout le monde se regardait un petit peu. Une fois que Remco est parti, c'était terminé la course. Ouais, alors le problème c'est que sur Liège-Bastogne-Liège, certains ont toujours critiqué le fait que ça se jouait dans les dernières côtes avec Saint-Nicolas, avec la côte dense, et on regrettait de ne pas avoir une course qui partait de plus loin. Et là maintenant, on l'a, sauf qu'on se rend compte que lorsqu'il y a un coureur comme ça qui s'échappe relativement loin de l'arrivée, derrière on le revoit jamais. C'était aussi le cas pour Fuglsang en 2019 pour inaugurer ce nouveau tracé. Ensuite on a eu 2 éditions où on s'est un peu regardé, on s'est joué la victoire au sprint. Moi, j'en démords pas. Le parcours a fait beaucoup de mal à cette doyenne. Et Evenepoel a bien su jouer sa carte, parce qu'il est parti au moment où il le fallait. Et je pense de toute façon que c'était le plus fort. Donc qu'on ne soit pas revenu derrière, c'est simplement un problème de jambes. Je pense que la tactique n'entre pas en ligne de compte. C'était l'une des éditions, voire l'édition la plus rapide, je crois. Donc le plus fort a gagné. Maintenant...
Ce parcours-là, moi, il me pose problème parce que la dernière côte à 13 km de l'arrivée, elle nous gâche un petit peu le suspense. On a déjà des monuments comme ça, un peu à l'instar du Tour des Flandres, où on a le dernier monument à 10-15 km de l'arrivée. Ça servait à rien pour moi d'enlever cette côte. Mais je tourne un petit peu en rond, c'est mon petit coup de gueule du jour. Mais avec les organisateurs qui ont voulu aussi enlever ce final à Anse, parce qu'on arrive à Liège maintenant en descente, c'est plus un plat pour terminer ce dernier kilomètre. Mais en fait, si on a enlevé cette côte de Anse, parce qu'on en avait marre d'avoir un peloton de 40 coureurs, 30 coureurs au pied de cette côte et que ça se termine là-dessus. Là, on a voulu changer pour dire, allez, on va faire en sorte que ça se décante un petit peu avant, ce qui est le cas. Mais finalement, en fait, il y a peut-être un petit peu moins de, je sais pas, un petit peu moins de suspense. Ou d'envie, je sais pas trop, mais il y a peut-être quelque chose comme ça. Suspense, je sais pas. Alors, regarde, l'année dernière, on a un superbe suspense. On a 5 cadors qui se jouent la victoire jusqu'au bout. Donc, après, évidemment, c'est circonstances de course. Maintenant, même l'année dernière, si tu as du suspense à la fin, t'as pas non plus un spectacle grandiose. Il y a Milan-San Remo, tu t'ennuies sur 250 km, 260 même, mais derrière, tu as vraiment de la... Voilà, à la fin, tu as la tension, tu as un feu d'artifice et tout. La flèche, c'est pareil. Liège-Bastogne-Liège, mais justement, il manque ce truc. Alors oui, il y a le coup de pétard de Remco, encore une fois, il est très bon, très belle victoire, mais il y a que ça en fait. Ce qu'il faut quand même dire sur Liège-Bastogne-Liège, c'est que les épopées à la Remco, on en a déjà vu sur l'ancien parcours, avec Andy Schleck, avec Bob Jungels également qui s'était imposé en solitaire. Maintenant, mettez-vous à la place d'un coureur qui est un bon puncher, mais qui a un mauvais sprint. Parlons par exemple d'un Michael Woods qui fait 10 ou d'un Jack Haig qui fait 11. Quel intérêt ont ces coureurs à collaborer dans le groupe de contre avec des Wout van Aert ou des Quinton Hermans dont ils savent très bien qu'ils vont les régler au sprint? Il n'y a aucun intérêt. Avant, il y avait une dernière côte pour faire la différence. On pouvait se dire, bon, si je suis le plus fort, c'est moi qui vais gagner. Ouais. Mais là, on n'a pas envie de passer. Donc la poursuite, finalement, elle n'existe pas. Mais ça s'est vite réduit à néant, a été réduit à néant, surtout que... Il y avait quand même des coureurs de plusieurs formations qui étaient présents dans ce groupe, mais ça n'a pas vraiment fonctionné, pas vraiment marché. Donc c'était assez bizarre. Wout van Aert qui pourra remercier d'ailleurs la Bahreïn qui a roulé derrière Vlasov notamment. On va essayer de revenir sur Remco. Petite question par rapport à lui, sur sa victoire qui ne souffre évidemment d'aucune contestation, surtout après la chute d'Alaphilippe, on y reviendra plus tard. C'est devenu le leader de la Quick-Step Alpha Vinyl. Et il n'avait vraiment rien à faire face à lui, Anthony. Ouais, quand il est sorti haut de la Redoute, de toute façon, on l'a bien vu. Il a sorti tout le monde à la pédale. Je pense que je sais pas s'ils ont peut-être pas cru en lui. Ils l'ont peut-être laissé sortir. Enfin, je sais, personne n'en a vraiment pris la chasse. Beaucoup de monde assez loin. Il y a peut-être beaucoup de monde dans le peloton. On s'est dit bon, il y a des éléments, donc on va pouvoir sortir. Il y a du monde, il y a de la main d'œuvre pour rouler. On va peut-être pas s'affoler. Mais le Remco, il s'est pas démonté. Et puis il marchait très fort. En début de saison, j'avais dit j'aimerais bien voir un Remco à 100% de ses capacités. Je crois que là, il est à 100% et il prouve que sur des grandes épreuves comme ça et des jours où justement, faut reprendre un peu le flambeau. Alors, c'est pas qui était le leader, si c'était lui ou Julien. Après, Julien était pris dans la chute, mais du coup, il a quand même répondu du tac au tac en course. Si c'était pas lui le leader, en tout cas, il a bien su reprendre le truc. Il en pose une dans la Redoute. Franchement, quand on le voit sortir à la pédale, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Il est vraiment impressionnant, le pétard qu'il met en haut. Et après, on connaît la qualité de rouleur. Derrière, effectivement, comme l'a dit Jérémy, personne ne veut rouler parce que... Mais c'est un peu étonnant aussi parce que Van Aert pète quand même assez facilement à un moment. Et on voit ils en ont pas profité parce que Van Aert a réussi à rentrer. Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre ce final. Les équipes qui étaient plus en surnombre je pense, n'ont pas profité et je pense tout simplement qu'ils n'ont pas cru en Remco, mais ils auraient dû y croire. Ouais, c'est vrai, mais peut-être parce que certains pensaient qu'il était encore trop frêle pour les classiques, mais il l'a démontré qu'il était là et il donne tort en tout cas à Patrick Lefebvre qui ne l'a pas mis depuis le début de la saison des classiques. Est-ce que c'est une erreur de la part de la Quick-Step Alpha Vinyl de ne pas l'avoir aligné avant? C'est la grande question parce qu'ils ont été en échec quand même les coureurs de la formation belge depuis le début de la saison. Et là, ça y est, Remco aligné sur une classique, bim, on gagne directement. C'est un peu ça. Alors, si tu prends les résultats bruts, oui, on peut dire que en effet, Lefebvre et toute la Quick-Step s'est complètement vautré dans ses choix au niveau des hommes. Maintenant, est-ce que Remco aurait changé la donne sur les autres courses? On peut pas refaire l'histoire, pardon.
Mais c'est un message qu'il envoie à Lefebvre, au reste du peloton. Je pense que l'année prochaine, on devrait plus voir Remco sur les classiques. Et ça va faire du bien, je pense, à la Quick-Step parce que ça va faire un coureur de plus à gérer pour les adversaires. Pour Julien sur les Ardennaises, pour les autres même sur les Flandriennes, parce qu'on en avait parlé, hein, Remco sur les Flandriennes, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc, en tant qu'équipier. Ah ouais. Oui, je vois pourquoi pas. Hein, Mais, 1m71, 64 kg, je vois pourquoi pas. Hein. Oui, mais bon, après, tu vois quand même Pogacar, c'est pas non plus beaucoup plus costaud. Ouais, Mais on le voit qu'il a un moteur quand même incroyable. C'est-à-dire que quand il part, c'est terminé, quoi. Donc c'est quasiment terminé. C'est dur de le rattraper quoi qu'il arrive dans les monts. Et on se demande si dans les pavés, bon, je dis pas Paris-Roubaix, mais le Tour des Flandres, pourquoi pas. Non, mais Remco Evenepoel, qui a fait le Tour du Pays Basque, le Tour de je sais pas quoi là, pour finir d'Algarve, voilà. Désolé, hein, monsieur le portugais. Mais voilà, il s'est éparpillé entre guillemets partout, alors qu'il y avait quand même un terrain de jeu incroyable pour lui et pourquoi pas aller plus que gagner Liège-Bastogne-Liège. Bah, moi, c'est ça qui m'embête un peu. Je suis d'accord avec toi, c'était le débat qu'on avait eu avec Gilou, on en reparlera peut-être en fin de podcast. Moi, j'ai le sentiment qu'Evenepoel, c'est un vrai coureur de classique, mais de classique ardennaises. Donc là, il a fait la Flèche, il a fait Liège, on aurait peut-être pu ajouter l'Amstel pour compléter la collection. Il avait fait la Flèche Brabançonne aussi. Maintenant, sur les Ardennaises, je suis moins sûr. Milan-San Remo, ça intervenait quand même beaucoup plus tôt dans la saison. Il n'avait pas du tout la même forme. Et surtout, pour moi, il a montré des limites sur des étapes où les pourcentages étaient au-delà des 10-15%. Et pour moi, c'est quasiment rédhibitoire pour gagner un grand tour. C'est presque quasiment rédhibitoire pour gagner des courses par étape d'une semaine de manière régulière. Il peut en gagner une de temps en temps, bien sûr. La Pologne, Algarve, quoi. Voilà, non, mais il peut gagner un jour, pourquoi pas, une course comme Paris-Soulia, comme Paris-Nice, bien sûr, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais pour moi, sa vraie caractéristique, ce sera d'animer les classiques ardennaises à l'avenir, comme il l'a montré ce dimanche. J'en démords pas, il avait déjà fait 2 des championnats d'Europe en tombant sur un Colbrelli monumental. Et il y a quelque chose à faire de ce côté-là pour lui, j'en suis sûr. Cette fameuse Bahreïn qui a gagné la Flèche Wallonne, mais qui n'est pas présente sur le podium de Liège-Bastogne-Liège. Un podium 100% belge, oui, la crise presque, avec un retour au premier plan après 11 ans sans succès. Van Aert 3e, le surprenant Quinton Hermans 2e, mais ils avaient été lâchés à la pédale, Anthony. Mais est-ce que tu es content quand même de voir ces 2 coureurs qui aiment l'hiver, la boue et le cyclocross être présents sur ce podium? Ah bah, au final, quand même, oui. Bon, même si vous savez que pour moi, c'est la victoire. Mais 3 sur 3, on a 2 crossman. Steve Chanel l'a fait remarquer. Pour ceux qui avaient des doutes, nous, on n'en a plus, hein, mais pour ceux qui avaient des doutes, voilà, on peut allier les deux disciplines. Bien évidemment que ça fait plaisir, surtout pour Quinten Hermans qui passe au fur et à mesure des années des échelons vraiment. Il progresse. Alors j'ai vu des petits trucs de Gilou aussi qui revenait sur le championnat du monde. Quinten Hermans qui n'a pas fait le championnat du monde de cyclocross à cause du Covid. Il dit que c'est vrai, t'as eu le champion du monde. Moi je suis un petit truc sur revenir sur Wout van Aert assez rapidement. Tu peux, on y est dessus là. Ouais, on est dessus. Moi personnellement, je commence à avoir un petit peu de regret qu'il ait fait l'impasse quand même sur Fayetteville sur le championnat du monde de cyclocross. Alors, on revient là, c'est l'actu, hein, clairement. Et ben c'est pas grave, tu sais, c'est pas grave, il s'en remettra parce qu'il va gagner d'autres courses. Ouais, je sais pas, j'espère pour lui qu'il va gagner. Mais en attendant, la classique pour l'instant, c'est bon, il a gagné. Il a gagné Gand. Ouais, il a gagné Gand, mais voilà quoi. Après, bon, il a eu le Covid pour les Flandres. Roubaix, il est passé à côté. Là, il passe à côté encore. Il t'a pas déçu? Il t'a pas déçu sur ce Liège-Bastogne-Liège? Tu t'attendais à ce qu'il craque si tôt? Il m'a déçu. Ah oui, évidemment, c'est pas Gand. Depuis la Redoute, j'attendais qu'une chose, c'était qu'il lève son cul de la selle. Et quand je le vois lever le cul dans la Roche au Faucon, se rasseoir, je dis bah là, s'il se rassoit, c'est que c'est mort. C'est un coureur, Wood, c'est comme Julien quand il se met dans une côte, tant que ça brûle pas jusqu'en haut des épaules, jusqu'en haut de la tête, il s'assoit pas, ces mecs-là. C'est debout jusqu'en haut. Et quand j'ai vu Wood se rasseoir, je dis oh, il est pas bien et ça rentrera pas. D'ailleurs, il pète à la pédale juste après. Oui, il revient après, je sais pas comment, il vient parce que ça se regarde derrière. Ça se regarde. Mais d'ailleurs, il se fait battre au sprint par Quinten Hermans. J'ai cru qu'il allait même pas faire 3 hein, parce que ouais, même dans le sprint final. Donc pour te dire que dans l'état qu'il était, il était pas c'était un jour sans parce que jamais de la vie Hermans se règle Van Aert au sprint.
sait-on jamais. Hein, il est, Non. l'Intermarché Pas ou mal Antigroupe Intermarché Gobert. quand même. Mais ouais, c'est ça, c'est qui est un petit peu le. Après Bahreïn, Ineos, c'est la troisième équipe, on va La troisième dire. force. Mais troisième force, voilà, de ce cyclisme mondial. Ouais, non, mais franchement, très impressionnant. Quinton Hermans qui a quand même réussi à faire quelques petites placettes. Hein. C'est quelqu'un qui a une bonne pointe de vitesse. Donc moi, ça m'a pas surpris. C'est plutôt failli se faire battre par Felipe Martinez. Là, oui, là, c'était un peu plus surprenant. Mais bon, on sentait qu'il était à bout de force, Wout. Ouais, c'est ça. Après une course aussi longue, aussi difficile, il emmène le sprint, il est obligé de prendre ses responsabilités. Moi, ça me choque pas qu'il ait du mal à régler ce groupe. En revanche, ce qui me choque, c'est qu'après le quiz déplorable de la semaine dernière, Anthony ne me reprend pas quand je dis qu'il a gagné Gand, puisqu'il avait gagné Gand. Mais non, il n'a pas gagné Gand, il a gagné le. Voilà, là il a gagné le 3 et l'Omloop Podcast sous les yeux, il sait plus. Voilà, il sait plus. Même avec. Qu'est-ce qu'il était Vous laborieux ce quiz la connaissez, semaine dernière. ma mémoire de poisson. Oui. D'ailleurs, on en reparlera, mais je me tâte encore à quelques minutes du prochain quiz d'enlever le point obtenu par Gilou la semaine dernière, parce que ça n'a aucun sens d'attribuer un point quand tu ne joues que contre Anthony. Oui, c'est vrai. Surtout, en plus, je pensais les mettre dans les meilleures dispositions, mais bon, ça ne l'a pas fait. Est-ce qu'il y a d'autres favoris qui vous ont déçu sur cette course, Jérémy? Quelqu'un d'autre qui est passé à côté que tu n'as pas vu? Non, parce que la course était relativement ouverte à partir du moment où il n'y avait plus Pogacar ou Van Aert, on le savait, était venu sur Liège un petit peu parce qu'il avait raté sa campagne flandrienne, en tout cas qu'il avait raté le départ parce qu'il était malade. Alaphilippe est tombé, on peut pas lui en vouloir. Globalement, c'est à peu près la course à laquelle j'étais habitué de voir. Ça n'a aucun sens ce que je dis, mais non, il n'y a pas de grande surprise, si ce n'est que Evenepoel à ce point-là au-dessus du lot, ça je m'y attendais pas. Oui, c'est vrai que c'était impressionnant de voir le Belge aussi volant, voilà, tout simplement. Un autre favori, je sais pas. Valverde qui rate pour la deuxième année de suite le podium. Ah oui, quel enfer. Et Valverde au sprint, Ouais. attends. Enfin, Valverde, il a déjà fait son podium 3 jours avant, à 42 balais. C'est bon. Putain, mais il est nul au sprint, attends, c'est abusé. Ça fait 2 fois qu'il est battu au sprint. Attends, il est battu par qui? Parce que moi je l'ai vu, je dis encore dans le groupe, c'était incroyable, il y avait Enric Mas et tout avec. En plus, il y avait encore Il est Enric battu Mas. par des mecs qui marchent. Ah, Tun, Sigita, ça va Tun, vite faire Sigita, Martinez. ouais, c'est ça. En fait, il est à sa place, ça va. Il a fini devant Woods et devant Egg. Donc Ouais, c'est bon. donc là, normal. Woods, Devant en même Woods, temps, mais pas devant Wout. Ouais, attention. Ouais, et puis je sais pas, nos Français qui ont malheureusement perdu Julien Lafilippe, on va en parler, hein, mais le premier Français c'est Warren Barguil, juste devant le Bruno Armirail. Grosse course d'Armirail. Ah ouais, Armirail, incroyable. Course d'Armirail, ouais. Je me suis dit qu'il allait mettre un peu plus de temps à péter, tellement il était fort, mais bon, l'autre c'était une Et fusée. deuxième français, surtout, derrière Barguil. C'est devant ouais. Cosnefroy. Ouais, c'est vrai que Cosnefroy un peu décevant peut-être. Hein. Ouais. Il a essayé de suivre quand Remco part. C'était impossible à faire. Cosnefroy, je trouve que c'est un petit peu une énigme parce qu'on le voit vraiment brillant à l'Amstel et tout. Il y a peut-être moins de dénivelé, mais il est fort dans les côtés et tout. Et des fois, on le voit complètement craquer alors qu'il reste plein de monde dans le peloton. Moi, c'est juste, je trouve que on ne sait pas en fait qu'est-ce qu'il aime en fait Benoît Cosnefroy. Un peu de sueur, je sais pas. Un peu trop de pourcentage, peut-être, moi je pense qu'il y en avait pour lui là. Peut-être, on avait vu les prémices de la débâcle, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais on avait vu les prémices d'une baisse de forme dès la Flèche Wallonne. Sur le mur de 8, il se rassoit, il finit 13e. Bon, moi j'attendais pas des miracles de Cosnefroy après la Flèche Wallonne, mais c'est vrai que quand tu fais 2 de l'Amstel, quand tu fais 2 de la Flèche Brabançonne, tu te dis pourquoi pas. Ouais, c'est vrai. Mais bon, beaucoup de personnes fatiguées en cette fin de parcours. On a eu des coureurs qui ont un peu déçu, qui sont rentrés dans le rang. Une déception aussi pour Julien Alaphilippe qui a chuté à 61 km de l'arrivée. Encore de la malchance pour le champion du monde qui a dû être transféré ensuite à l'hôpital, des côtes cassées, fracture de l'omoplate, pneumothorax, lourd bilan pour le Français qui a encore une fois n'a pas pu se battre, pu remporter son rêve, gagner Liège-Bastogne-Liège, et cette fois-ci c'est pour chute. Rémi, j'ai plus les mots. Voilà, j'ai plus les mots. C'est le pire qui pouvait lui arriver, de toute façon, sur cette course, on le sait. C'est le pire pour un cycliste, mais surtout, mais tu peux rien y faire. Voilà, il n'y a pas de déception comme battu par plus fort au sprint l'année dernière ou la petite erreur sur le sprint en 2020. Voilà, c'est la faute à pas de chance, ça peut arriver à n'importe qui à n'importe quel moment sur une course cycliste. Le truc c'est que c'est quand même une chute qui est quand même affreuse. Il est quand même salement amoché. Bardet en a parlé. C'était quand même un moment qui avait l'air assez terrible. Il a décrit la scène et on voyait dans ses yeux quand même. Il a eu peur. Il a eu vraiment très peur. D'ailleurs, il a arrêté la course. Il a pas voulu reprendre parce que il se sentait pas de courir. C'est ça le plus affreux. Un copain, c'est pas non plus les grands copains, mais voilà, c'est quelqu'un qui côtoie, etc. Il n'y a plus de rivalité dans ce genre de moment. Bien sûr.
Mais pour Alaphilippe, ça commence à faire beaucoup, hein. Entre la chute sur le Tour des Flandres en 2020, entre la grosse chute qui était plus impressionnante que dommageable, mais une grosse chute quand même sur l'Estradé, la chute sur Liège. Sur la Commence à les Brabançonne collectionner, hein. Ouais, sur la Brabançonne, il se fait Ouais, et chasser puis- par sa ouais. voiture. Enfin, c'est fou quoi. C'est quand commence la à malchance, faire beaucoup, hein, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. te frappe, c'est impressionnant. Tu l'as vu cette chute, Anthony, après coup, je suppose, de Julien Alaphilippe, ça t'a Après fait mal au coup. cœur? Bah oui, après coup, parce qu'il a regardé qu'à partir de la Redoute alors. Non, j'ai vu la chute quand même. Enfin, j'ai vu la chute, mais moi j'avais pas vu que Julien était dedans en fait au début. Bah personne. Après, hein. c'est Ça, ouais, c'est Ouais, dur là, à ça voir, se hein. voit, ça se Parce voit pas, qu'il était en contrebas, hein, vraiment, on voit après les photos. Et après, on a eu l'annonce. Et moi, j'ai compris que c'était grave parce que je suivais un peu sur France TV. Excusez-moi, j'avais plus internet. Mais et Marion Rousse apparemment a arrêté de commenter. À un moment, elle est revenue et je pense qu'elle était chercher des nouvelles. Et Ah, j'ai oui, vu qu'il y avait ce qui est c'était normal. assez grave. Et effectivement, l'interview de Bardet, elle est glaçante. Mm. Parce que Julien, enfin voilà, c'est un gars qui est solide. Hein, c'est un gars enfin, je vais pas dire qu'il a l'habitude de tomber, mais c'est un crossman, c'est un solide. Quand on réécoute Bardet parler, déjà grand coup de chapeau à lui parce que on le voit aller au chevet de Julien. Alors comme je l'ai dit, hein, je pense Alors que qu'il avait ça une aurait été carte à Julien jouer, ou un autre, Romain il y aurait Bardet été. aussi. Hein. Donc c'est vraiment, même si la course ne compte plus à ce moment-là, il avait quand même une carte à jouer sur ce Liège-Bastogne-Liège. Il a mais- décidé de l'arrêter. C'est un vraiment très très joli message qu'il envoie. Il l'a dit qu'on fait pas du vélo pour voir ça. Donc je dis que c'était Julien, ça aurait été un autre, il l'aurait fait aussi. Je pense que c'est un coureur qui a un gros cœur. Et vraiment, quand on l'écoute en interview, c'est glaçant. Et j'ai relu encore des papiers aujourd'hui où il dit il avait du mal à respirer, il a vraiment eu très peur. Donc grand coup de chapeau à lui. Et voilà, bon, le Julien, il va se retaper, hein, on n'en doute pas. On lui souhaite un bon rétablissement et puis on va voir pour la suite de la saison. Oui, on espère qu'il pourra revenir le plus vite possible. On reste aussi dans cette chute-là avec juste un dernier message avec Jérémy Cabot, le coureur de Total Energy qui est le premier à tomber. Ce n'est pas évidemment l'auteur de cette chute, il est le premier à tomber, qui a reçu des menaces, enfin peut-être pas des menaces, mais des messages assez menaçants sur les réseaux. Donc attention à ne pas confondre. Hein. C'est un peloton, c'est très difficile de piloter à l'intérieur. Ça peut être une roue touchée, un bidon qui tombe, ça peut être n'importe quoi. Ah, mais c'est la nouvelle mode, ça. Dès qu'on a C'est la l'occasion, faute de- on insulte les gens sur les réseaux, c'est ridicule. Romain Bardet a juste dit qu'il avait vu Tom Pidcock et Jérémy Cabot s'accrocher, donc tout de suite on va insulter les coureurs. Ça n'a aucun sens, ils sont déjà suffisamment malheureux comme ça, ils ont pris une pelle à 80 Lui à aussi l'heure. a pris une pelle. Hein, Lui donc, aussi, donc laissez-le tranquille. En plus, il y est pour rien. Romain Bardet l'a dit. Ensuite, par contre, je voudrais juste ajouter un mot, puisqu'on Bien parle sûr. quand même de beaucoup de chutes et de mauvaises nouvelles. On a eu des bonnes nouvelles de Milan Vader, dont on avait parlé il y a Ah oui, quelques tout temps, à fait, oui. qui pourrait visiblement quitter l'hôpital, être rapatrié aux Pays-Bas d'ici quelques semaines. Donc, on ne sait pas dans quelle mesure, mais visiblement, ça ira un petit peu mieux. Donc, c'est toujours ça de prix. Tant mieux pour ce coureur qui a lourdement chuté. On va passer, justement, on est en train de parler d'un petit peu l'autre chose. C'est un petit peu le thème de la prochaine rubrique, c'est on attaque pas. Attaque de Pierre Rolland encore une fois. Personne ne réagit. Alors gros problème pour cette rubrique, c'est que je n'ai quasiment rien trouvé. C'est incroyable. Dans l'autre actu du cyclisme, évidemment obnubilé par Liège-Bastogne-Liège, et on attend tranquillement le Giro. Je te vois, Parce que moi, j'en ai un. Ah, Mais je vais vous le faire. Ah. Improviser comme ça. bah vas-y, c'est beau, tu ça. peux te permettre. Les panic buy de la Lotto Soudal. C'est Ah oui. n'importe quoi. On attaque Ah pas. oui, je suis d'accord. Alors, est-ce que tu peux J'attaque complètement. tu peux Carlos expliquer un peu? Barbero. Ouais, et- Barbero et Jans van Rensburg, Ah oui. qui en plus qui est recruté après les championnats d'Afrique du Sud et les championnats d'Afrique, où il a pris, je pense, à peu près 200 points. Parce qu'il est champion d'Afrique du Sud, champion d'Afrique du Sud et vice-champion d'Afrique. d'accord. Donc ils le prennent trop tard. Donc ils pourront pas prendre les points accumulés par Van Rensburg. Mais là ils se disent bon, il y a un petit peu le feu à la maison, donc on va essayer de recruter. Donc Barbero et Jans Van Rensburg, 2 coureurs de plus pour la Lotto Soudal, uniquement dans le but de prendre des points à UCI en vue d'un possible maintien. Mais ça va très mal pour la Lotto. Ah oui, en effet, j'avais pas vu passer cette histoire. T'as bien fait de le dire. Voilà, T'as été improvisation. T'as été très bon, très Merci. bon là-dessus. Moi, je voulais juste revenir. On en a parlé la semaine dernière
dernière avec Anthony. C'est Romain Grégoire qui a remporté Liège-Bastogne-Liège, le français, mais ensuite le Giro du Belvédère, le Grand Prix Palio del Recito en Italie. Un triplé incroyable, jamais vu, tout simplement. Et est-ce qu'on l'a pas, le coureur de 19 ans, est-ce que c'est pas clairement la relève française, Rémi? Quoi? Je ne veux pas répondre à cette question. Jérémy, c'est la relève française, oui, mais attendons de voir quand même au moment où il va passer pro, à quel point est-ce qu'il peut apporter au cyclisme français. On se rappelle quand même qu'il y a quelques mois de ça, il était à la bagarre avec un certain Kian Utebrooks, qui était le nouveau Merckx, en tout cas le nouveau Remco, qui lui-même était le nouveau Merckx. Et on voit quand même que c'est difficile le passage chez les pros pour Utebrooks. Donc laissons-le grandir tranquillement, ce Romain Grégoire. C'est le nouveau Bernard Hinault. C'est ça qu'on va dire nous. Oui, pas moi en tout cas. Je vais pas dire ça. Ok, d'accord. C'est pas pour maintenant. Anthony, je te demande pas parce que tu ne le connais pas. Non, je l'ai dit. Tu ne connais pas. C'est sûr, t'as pas vu les courses. Et de 3, non, c'est juste qu'on en a parlé la semaine dernière. Mais par contre, tu vas pouvoir rebondir sur Lenny Martinez, le petit de 18 ans, la Conti de Groupama FDJ, comme Romain Grégoire d'ailleurs, qui fonctionne bien en ce moment. Qui fait tout de même 14e du Tour des Alpes à seulement 18 ans. Là aussi, c'est une bonne nouvelle, Rémi. Très très bonne nouvelle. En plus, il s'est bien accroché avec les meilleurs sur les étapes les plus compliquées. Bon, évidemment, sur tout au long de la semaine, ça a été un peu difficile. Certainement, la récupération, l'enchaînement des efforts compliqués et tout. Et top 15 d'une telle course avec une telle adversité et tenir autant à 18 ans, c'est fort. Vraiment, c'est très fort. Lenny Martinez, Jérémy. Très costaud. Et on rappelle que c'est le 3e des derniers championnats d'Europe junior. Derrière qui? Derrière Romain Grégoire. Et deuxième, qui fait deuxième? Qui fait deuxième? J'ai un trou de mémoire. C'est pour les championnats d'Europe ou les championnats de France? Ah non, mais je crois que c'est avec Kian je crois que c'était de Brooks. Je crois pas. Non, c'était. T'as bien l'accent. Sur une autre course où il faisait. Parce que j'ai regardé une course où il faisait 1, 2, 3, les 3, et du coup c'était Romain Grégoire, le Belge, et parce que j'ai pas envie de leur dire, et Lenny Martinez. Anthony, Lenny Martinez, tu préfères Miguel, c'est ça? Il sait même pas qui c'est, Miguel Martinez. Alors, t'es une très mauvaise langue parce que j'ai eu Miguel Martinez en tant que coureur quand j'étais dirigeant à mon Richard Cyclisme 41. Voilà. Donc déjà, Vlan dans tes dents. Et je connais Lenny. Je le connais Lenny, le fils de Miguel. Non, gros moteur. De toute façon, dans la famille Martinez, il y a quand même le moteur sous le capot. Ce qui est pas mal, c'est que Lenny, c'est que Lenny, comparé à papa, hein, Miguel, qui s'est essayé à la route bien après le VTT, un petit peu tardivement peut-être, Lenny, il vient sur la route de bonne heure. Donc après, on va pas reprocher à Miguel, c'est un palmarès énorme, champion olympique de VTT, champion du monde de cyclocross. Mais non, il y a le moteur pour Lenny, effectivement, 18 ans, 14e du Tour des Alpes, bien accroché sur les grosses étapes. Donc hâte de suivre le futur, mais un peu comme Romain Grégoire, laissons-les pousser gentiment ces jeunes. Commençons pas à mettre la charrue avant les bœufs. Ouais, voilà, on est déjà en train de dire c'est la relève. Non, les gars, tranquille. Non, mais j'en fais exprès. Ils sont jeunes. Le deuxième des championnats d'Europe, c'est Perstrand Hagenes. C'est le vérifié de la Jumbo Visma qui a d'ailleurs signé un contrat avec la Jumbo jusqu'en belle relève en Norvège aussi, je crois, 2026. Voilà. Très très belle relève en Norvège aussi. Oui, ça avec entre l'équipe UnoX et le reste, il y a quand même du beau monde en ce moment. La Norvège, bientôt la nouvelle Slovénie. C'est ça. Pourquoi pas. On va continuer de parler de la FDJ, mais alors la FDJ Nouvelle-Aquitaine, l'équipe féminine de la FDJ. Notre invité, c'est Stéphane Delcourt, le manager de la FDJ Nouvelle-Aquitaine. C'est maintenant. 220 km d'échappée, une arrivée solitaire, un exploit dont il faudra bien se rappeler tout au long de la saison. C'est l'équipe qui brille en ce moment dans le cyclisme féminin, la FDJ Nouvelle-Aquitaine représentée par Stéphane Delcourt aujourd'hui qui est avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Bon, je suppose que le sourire est encore présent avec ces victoires dans les Ardennaises, une campagne de classique presque parfaite. L'Italienne Marta Cavalli qui a remporté l'Amstel et la Flèche Wallonne, l'Australienne Grace Brown deuxième de Liège-Bastogne-Liège. Bon, je suppose qu'on doit être quand même fier quand on est manager de la FDJ Nouvelle-Aquitaine. On est fiers, c'est sûr, c'est évidemment la récompense d'un gros travail depuis quelques saisons, même on va dire quasiment on est dans notre 17e saison. Mais c'est un soulagement de voir que cette génération qu'on pousse et qui monte en puissance arrive à briller depuis le début de saison, parce que avec ce mois d'avril restera quoi qu'il arrive dans l'histoire de l'équipe, mais depuis le début de saison, on s'est pas raté.
On n'a pas gagné beaucoup en février-mars, mais on a été omniprésent. Vous êtes présent au World Tour depuis le début, depuis la création du World Tour féminin, et vous attendiez ces grands succès parce que vous tourniez autour depuis quand même quelques mois, quelques années, pas très loin. C'est sûr que c'est difficile quand on a des mastodontes à côté, mais ça y est, cette fois-ci, la dynamique est enclenchée. On a gagné les grandes courses qu'on espérait depuis quelques années, et vous êtes, on peut le dire, entré dans la cour des grands. Oui, c'est sûr. L'an passé, au bilan de la saison, on disait que c'était un bon bilan. On faisait 14e du classement World Tour, 6e du classement UCI, mais en étant hyper régulier parce que, faut dire, 90% des courses World Tour, on faisait un top 10. On enchaînait les performances comme une place de 6 et 7 au Tour des Flandres en 2021, ce qu'on a refait cette année. Mais il manquait quelque chose. Voilà, on avait fait 2 de la course by le Tour. On arrivait à faire quelques coups d'éclat, mais pas à gagner. On avait gagné une étape du Giro en 2020, une étape du Tour de Burgos, même si Cécilie gagnait devant le Burgos, devant Van Vleuten et Van der Breggen et Nevia Doma. Voilà, on avait un petit goût d'inachevé. En gros, on était les bons élèves, mais peut-être un peu les lucky losers, ça fait on est content de monter sur le podium de temps en temps, et c'est pas assez méchant dans la démarche. Et c'est vrai qu'on a travaillé très très fort cet hiver pour passer ce dernier cap, et la marche l'année dernière, même si on était 4e entre les 3 équipes et nous, était très importante, mais vraiment très importante, et je mâche pas mes mots parce qu'on vous parlait de Mastodon tout à l'heure, mais SD Worx Trek et Movistar via Annemiek van Vleuten, il y avait un écart monstre en termes de points, mais un écart sur le vélo aussi, hein. Il y avait rien à dire. Ouais, qui a remporté Liège-Bastogne-Liège. Hein. Il y a aussi Anna van der Breggen pendant des années. Enfin, c'est vrai qu'il y avait toujours quelqu'un qui pouvait embêter, en tout cas les outsiders, entre guillemets. Et puis, vous avez aussi réalisé un recrutement fantastique. Vous avez bien ciblé, vous ne vous êtes pas raté. Marta Cavalli est là depuis l'an dernier. Grace Brown, cette année. Il y a aussi l'autre star, hein, Cécilie Autrup-Ludwig, qui est là depuis 2020. Voilà, ce sont des filles qui sont venues agrémenter cette formation de FDJ Nouvelle-Aquitaine. Et là, ça y est, ça performe avec elle, autour d'elle aussi. En fait, on s'est remis en question fortement, je veux dire, en 2018. On a changé toute la direction sportive et ça a été un déclic pour nous. On est parti d'une génération de Françaises. On a dit on va miser sur cette génération de Françaises qu'on appelle génération 99-2000. Hein. Jadjiel et Marie, et Marie Lenette, Evita et Clara Copponi. Et l'arrivée en 2019 d'Emilia Faline pour donner un côté international d'une fille qui sait gagner du World Tour, qui est tout le temps omniprésent toute l'année. 2020, notre premier gros coup sur le marché des transferts avec Cécilie Autrup-Ludwig et Brody Chapman, parce que Brody voilà, une pièce importante parce que voilà, on a eu de la malchance sur Liège sur une panne mécanique en bas de la Redoute, mais sinon on en mettait peut-être encore une devant avec, hein, vu la forme du moment qu'elle avait. Vous l'avez vu sur le Tour des Flandres, elle est impressionnante cette saison. Mais on voyait voilà le duo Marta, Evita, puis Cécilie, voilà, tout s'apprenait bien. Il n'y avait pas trop d'automatisme. On a beaucoup travaillé l'hiver sur l'humain. Hein. On a fait beaucoup de temps d'entretien, essayer de refaire des scénarios de course pour dire comment on peut battre SD Worx, parce qu'ils nous ont ouvert une porte. Anna van der Breggen part à la retraite. Ça veut dire que tous les scénarios de course qu'on a vus où ils étaient, à un moment on pensait qu'on avait le dessus, et Anna van der Breggen rattrapait tout, ça allait changer. Donc on s'est dit c'est l'année ou jamais. Puis à un moment Annemiek elle va peut-être un peu ralentir. Elle va avoir quand même 40 ans. Soit on se dit on sera toujours une petite équipe, il y aura toujours que 2 équipes dans le monde, ou soit on se dit allez on redouble d'efforts et tout. Et cette mayonnaise des jeunes françaises qui montent en puissance aux côtés de stars étrangères. Alors Marta est arrivée jeune aussi, hein, donc on va dire on fait partie de son cycle de formation. Ça a décomplexifié un peu toutes nos jeunes et c'est tout le groupe qui a pris du volume, et on l'a vu dès le Tour de Valence. Alors même si en haut de l'arrivée au sommet on fait 2-3-4 derrière Annemiek, on fait 2-3-4 mais en l'attaquant. Alors, au final c'est le même classement que les autres années, mais pareil, Trek avait sauté, Canyon avait sauté, on était encore nous 3 contre elle. On n'avait pas réussi à la battre, mais on s'est dit il y a quelque chose, cette année ça va le faire. Ça va le faire parce qu'elle n'est pas imbattable. Oui, Van Vleuten, attention, hein, elle est quand même à la Movistar et on sait que là-bas, on peut quand même performer jusqu'à très très vieux. On l'a vu avec Alejandro Valverde chez les hommes. Rémi, tu avais une petite question pour Stéphane. Oui, tout à fait. Stéphane, je vais revenir sur ta première réponse où tu avais parlé de soulagement suite au très bon résultat là, de ce début de printemps. Est-ce que ça veut dire qu'il y avait une crainte dans l'équipe depuis le début de saison de ne pas voir les filles scorer ou c'est tout autre chose ? Non, scorer en termes de points, en termes de performance, monter sur des podiums des grandes courses, j'avais pas trop de crainte. Mais notre capacité à gagner des courses,
on pouvait quand même se poser des questions. On a été attaqué un peu là-dessus. En fait, vous êtes toujours devant, mais vous gagnez jamais. Au final, c'est toujours les Hollandaises qui gagnent. On nous l'a reproché, et puis on nous reprochait d'être une équipe très bien classée au classement mondial, mais très peu victorieuse. Donc voilà, il fallait aussi qu'on se remette en question au niveau de notre management. Il fallait qu'on remette tout à zéro. Et quand au final, on a fait un mois de novembre de folie où on a travaillé tous les jours, on s'est dit, on fait quand même les choses bien. On va quand même appuyer un peu plus sur la performance. Donc ça a été du pôle médical, nutritionniste et entraînement, avec l'arrivée de Flavien Soanen, qui a pris le pari d'être entraîneur chez Arkea masculin et venir chez nous. Enfin, ça nous a fait déjà, nous, de l'orgueil. C'est-à-dire que le projet féminin plaît aujourd'hui et qu'on arrive à avoir des compétences qui ont envie de briller. Et c'est vrai que ça a été une remise en question pour nous. Et après, Grace Brown, c'était inimaginable de recruter Grace Brown, mais Grace, en fait, c'est l'assurance touriste. C'est-à-dire, si on prend le scénario d'hier, c'est le scénario qu'on a rêvé. Bon, il nous manquait Cécilie, hein, vu la campagne de classique qu'on fait, on peut se dire, si on avait Cécilie, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Le but, c'était qu'on envoie Grace, on les fait rouler, et derrière, on contre. Et on l'a vu, le scénario d'hier, c'est le scénario parfait qu'on a voulu faire qu'on veut, et j'espère qu'on va faire. Parce que soit ils se découvrent, et pour revenir sur Grace, d'abord, faut qu'ils se dépouillent, ils vont arriver en croix et on n'a plus qu'à contrer, ou ils vont pas vouloir tout mettre, et puis Grace, elle ira au bout. Donc hier, c'est le symbole. Il y a juste un hic quand Van Vleuten est au top. Mais il y a pas un écart énorme quand même en haut de la Rochefoucauld. Hein. Je veux dire, on peut pas être abattu parce que voilà, c'est une réaction d'orgueil après le mur de 8 quand même. Ouais, Grace Brown qui fait un gros travail depuis le début de la saison, qui on va dire, qui peut tout faire. Voilà, c'est un petit peu ça. Mais il y a des Françaises à côté d'elle dans cette équipe, la championne de France Evita Musique, enfin des jeunes surtout, Marie Lenette, Jadviel, Chiara Componi, des jeunes coureuses qu'on espère voir au même niveau bientôt. C'est aussi le but, hein, tu le disais un petit peu tout à l'heure, mais c'est que ces filles-là aussi puissent atteindre le même niveau que ces stars entre guillemets que vous avez recrutées. On est une équipe internationale française. Quand je dis équipe internationale, on a 7 Françaises, 7 étrangères. La langue de l'équipe, c'est l'anglais. On communique depuis maintenant 5 ans en anglais parce qu'on ne veut pas attirer que des étrangères pour être coéquipières de nos Françaises. Peut-être une approche complètement différente des équipes masculines du World Tour française. Nous, on aime le vélo, on aime ce changement culturel, mais on aime aussi notre pays. Et depuis, par exemple, l'arrivée de Cécilie, toutes les Françaises parlent anglais, déjà. Ça les a boostés, parce que c'est leur modèle. On a une approche sur la nutrition grâce aux étrangères qui a été beaucoup plus facile à passer. Pareil sur l'entraînement, sur les volumes d'entraînement qui sont beaucoup plus importants depuis l'arrivée de nos stars étrangères sur nos jeunes. Ils commencent à comprendre que voilà, tout ce qu'ils ont appris avant, ils ont beau être doués, c'est bien de gagner, d'être vice-champion du monde junior, champion d'Europe. À un moment, c'est la catégorie d'après qui compte. Et là, on a vraiment changé avec un modèle qui est le modèle international. On a boosté un peu. Quand on voit le niveau des Vita Musique, après, quand même, quasiment 3 mois d'arrêt, une opération du genou, une énorme chute au mois d'octobre, je ne sais pas si vous vous souvenez, oui. Au Tour d'Angleterre, à l'arrivée à la présentation du Tour, limite avec les béquilles. Première course, elle est déjà au niveau. Et à Liège, ce qu'a fait, pour moi, si on la met pas dans l'échappée, on la demande pas de durcir la course après la Rochefoucauld et de revenir sur Van Vleuten cette première fois. Et Vita, elle avait les jambes pour être devant dans les 6. Oui, elle est encore très, très performante, oui. Et avant d'emmener les 3 autres que vous avez cités, parce que Marie fait un travail de l'ombre depuis le début de saison, mais elle est tout le temps dedans. Quand on lui demande de faire un sprint, ça fait top 10. Quand on lui demande de rouler, elle sait rouler. Quand on lui demande d'être dans les 20 qui basculent, elle sait le faire. Clara a explosé aux yeux du grand public sur la route. Hein. Elle était caractérisée comme pistard qui était à l'aise au sprint. Vu le nombre de top 10 qu'elle a fait sur les classiques du début de saison, voilà, on sait aussi qu'on a une fille de classique. Jade a été longtemps arrêtée. Elle a fait une année 2021 avec une grosse blessure. On n'arrivait pas à trouver ce qu'elle avait. On voyait qu'elle était à 85-86% de ses capacités. Elle s'est fait opérer de la hanche première semaine de janvier. Elle est de retour. Elle n'a pas du tout été ridicule encore sur Liège. Il lui faut peut-être un bon mois, peut-être un passage par les classes 1, classe 2 pour regagner confiance, mais elle va rejoindre vite le très haut niveau international. Voilà.
On espère qu'elles vont arriver à ce niveau parce que on aimerait bien on aime bien évidemment voir la FDJ Nouvelle-Aquitaine performer, mais avoir une Française, on le sait quand on est Français, nous d'avoir un Français qui brille dans une équipe française, c'est vraiment le must du must. Tu parlais d'équipe internationale, le budget de la FDJ Nouvelle-Aquitaine, c'est l'un des plus gros du World Tour, ça a progressé parce que l'objectif c'est quoi ? C'est de devenir numéro 1, c'est d'aller concurrencer SD Works qui est numéro 1 donc dans les féminines ou Movistar ou la Trek. Est-ce que cette ambition est là ? L'ambition, elle est là au niveau du sportif. On l'a vu hier, on a fait égal avec toutes les grosses équipes et je pense qu'on a été aussi fort que la SD Works, mais un peu plus malin tactiquement. À la pédale, sur des courses dures aujourd'hui, sur des classiques, on l'a montré sur cette campagne ardennaise, on est l'une des 3 meilleures équipes au monde. Mais d'une saison à l'autre, ça peut varier à effectif égal, il faut un peu de réussite. Je pense que avec Trek et The Works et Movistar, mais vraiment poussé par Van Vleuten, on est les 4 plus grosses équipes. Canyon n'est pas en réussite cette saison malgré un recrutement de folie et un budget supérieur. On a le 10e budget, faut pas l'oublier. Donc quand on a le 10e budget, on s'est spécialisé, nous, plus sur les grimpeuses, on a de la surperformance, avec Marta Cavalli, si on espérait. On savait l'année dernière qu'après le Tour d'Italie, qu'elle était une des meilleures grimpeuses au monde. De là à gagner l'Amstel plus la Flèche, nous, notre objectif sur nos 6 objectifs du début de saison, c'est l'Astradé, les 2 Flandriennes et les 3 Ardennaises. On a dit on va en gagner une et faire un podium. Au final, on en gagne 2 et on fait 3 podiums. Et les autres, on fait 5, 6, 5. Voilà, sportivement, on est hyper présent. Budgétairement, pour l'instant, on n'est pas au niveau. Mais ça va continuer à progresser, c'est ça que j'ai envie de savoir. Est-ce que c'est le but, c'est de grappiller un petit peu, que ça soit sportivement ou économiquement ? C'est la question depuis ce matin. Alors même si j'ai passé les 15 jours en course avec eux, je suis rentré cette nuit et depuis ce matin que je suis au bureau, je pense qu'à ça. C'est comment aujourd'hui je suis capable de capitaliser sur les victoires et les performances de mes athlètes en cash pour demain. Parce que sinon, c'est sûr, je me fais attaquer sur les transferts Bah oui, Marta Cavalli, dès le lendemain, même si elles ont des contrats longs, même si tout ça, mais le but c'est de créer une histoire à long terme. Après, on n'est peut-être pas une équipe française comme les autres. Et c'est vrai que ça me fait mal d'entendre que tout le temps une équipe française doit marcher avec une française. Moi, j'ai envie de marcher avec des gens qui aiment l'équipe, qui aiment la culture française, mais qui aiment l'équipe. Je préfère avoir une Italienne comme Marta, qui parle français, qui aime l'équipe plus que tout, que d'avoir une Française qui n'a pas de respect pour l'équipe. Aujourd'hui, je pense que sur les 14, j'en ai aucune. Et vraiment, on a créé un bon groupe et je remercie encore mes directeurs sportifs et Flavien, le directeur de la performance, d'être toujours à mes côtés dans nos choix. Et c'est un plaisir. Mais, par exemple, pour le Tour de France, j'emmènerai les six plus motivés pour aller tenter de battre Annemiek van Vleuten en haut de la planche des belles filles, qu'elles soient françaises ou non. Oui, on y reviendra. Une petite question tout à l'heure sur ce Tour de France féminin, mais Jérémy avait une question juste avant de parler de cette grande boucle. Ouais, une question presque un peu ironique au lendemain de la victoire d'Annemiek van Vleuten, mais on a le sentiment quand même depuis le début d'année d'assister à un début peut-être de changement d'air. On était habitué à la domination des coureuses néerlandaises. Maintenant, on voit des Belges avec Kopecky, on voit des Italiennes. Vous avez parlé aussi évidemment de Cecilie Uttrup-Ludwig qui était blessée. Mais est-ce que le cyclisme féminin n'est pas un carrefour? On se rend compte finalement que le peloton s'homogénéise, qu'on se tire vers le haut et qu'on va peut-être intéresser de plus en plus de monde. Est-ce que ce sentiment-là, il est partagé de l'intérieur? Oui, il est partagé. Alors déjà, l'arrêt de Van der Breggen, je vous l'ai dit, nous, la première conclusion qu'on a fait de la fin de saison, c'est une porte qui va s'ouvrir. Ce que je vous demande, c'est de l'ouvrir au plus grand et vous rentrez les 14 dedans. C'est-à-dire, je veux pas une qui aille gagner. Si on veut combattre avec le budget qu'on a et les moyens qu'on a qui sont quand même inférieurs, il y a quand même une réalité du marché, il faut qu'on rentre les 14. Si on n'a pas un collectif soudé et homogène et qui tactiquement est capable d'être meilleur, on n'a aucune chance sur le papier. Aujourd'hui, après les Ardennaises, tout le monde croit que j'ai un budget égal à SD Works. On se voit des filles qui ont la même valeur physique et puis vraiment tactiquement, hier dans la voiture avec le directeur sportif, j'avais l'impression on met le briefing en place, on le divise, on leur demande les choses, elles se parlent entre elles. Je dis pas que j'étais à Pro Cycling Manager, mais pas loin. Ça comprend tout. Mais pourquoi? Juste pour revenir sur la question, c'est qu'elles sont pro. Le cyclisme féminin professionnel, c'est 2020, c'était hier. Le congé maternité, c'est 2020. Le plan de retraite, c'est 2020. L'UCI nous a serré la vis. Ça nous a obligés à aller chercher plus d'argent et à nous remettre en question. Le cyclisme masculin arrive dans le cyclisme féminin avec de plus en plus d'équipes. Sur la présentation de Liège, 24 équipes féminines
dont 14 ont fait la présentation avec un homologue. Voilà. Donc pour vous dire ça, les hommes, les équipes masculines qui arrivent, elles arrivent avec leur expérience, la professionnalisation. Nous, on a un sponsor commun, mais on est une structure complètement indépendante. Donc on est obligé de se remettre en question parce qu'on va se faire manger sinon, clairement. Et SD Works, c'est pareil, et Canyon aussi. Et on va dire, ces 3 équipes-là indépendantes dans les 5 meilleures équipes au monde. Donc on a bossé vachement plus dur, on a donné les moyens aux filles, et on s'aperçoit que quand on leur donne les mêmes moyens que les garçons, c'est-à-dire les moyens de penser qu'à ça tous les jours, d'acheter leur appartement, d'être capable d'en vivre au quotidien sans trop penser au lendemain, qu'on leur met en place les meilleurs vélos au monde, qu'une diététicienne les suit, qu'un entraîneur les suit, et je vous parle tout l'aspect performance qu'on a mis en place autour d'elle, les médias arrivent. Je pense que les courses sont hyper intéressantes. Jérémy, tu peux me donner ton avis, mais je pense qu'il a commenté une course. C'était un de tes confrères hier, mais hier, tout le monde m'a dit waouh, ça nous a donné envie que le masculin soit mieux derrière. Bon, la chute a peut-être tout gâché sur le côté masculin de Liège, mais aujourd'hui, on est en train d'écrire une vraie histoire de notre sport. Pour moi, on est dans un sport à part entière qui plaît ou qui plaît pas, mais qui ne laisse pas indifférent tellement que la performance, elle est là. Non mais clairement, on voit de toute façon cette progression et on est content dans Saderail à chaque fois d'en parler parce que on trouve aussi que parler de cyclisme féminin c'est important et on voit toute cette progression et une progression aussi grâce à ce Tour de France féminin qui aura lieu cet été. Ça va être d'ailleurs un petit peu dur de composer le groupe de 6 qui va partir pour ce premier Tour de France féminin, enfin ce New Tour de France féminin avec un objectif. Mais l'objectif, quel est-il d'ailleurs ? L'objectif, c'est le même qu'avant les Ardennaises, c'est être capable de jouer la gagne sur les 3 grands tours. On a fixé 2 types d'objectifs, je vous l'ai dit, les classiques, c'est réussi. Maintenant, on va arriver dans un autre objectif sur les 3 grands tours. Tour d'Italie début juillet, Tour de France fin juillet, Tour d'Espagne début septembre. 10 jours, 8 jours, 5 jours. Je pense qu'on a l'effectif pour être capable de jouer la gagne sur les 3 grands tours. Je fais juste parenthèse sur la Vuelta, on n'a toujours pas le parcours. Pour moi, c'est pas professionnel. Ouais, c'est pas professionnel. Donc, j'ai même envie de l'exclure aujourd'hui de nos objectifs parce qu'on ne sait pas comment on peut préparer les athlètes pour aller gagner la Vuelta alors qu'on ne connaît pas. Bientôt, on arrive début mai, on le saura que le 25 mai. Voilà, il y a encore une mission où mon combat envers les organisateurs de respecter les athlètes. Comme un départ de Liège à 8h35, de Bastogne à 8h35, avec des départs de l'hôtel à 5h30. On n'est pas bon. Mais c'était super en plus sur les anciennes courses, parce que les anciennes courses sur le Tour des Flandres et tout, qui font arriver juste après, ça c'est super ça. Oui, ou faire courir la veille comme sur Paris-Roubaix. Oui, ou un truc, oui, ça c'est super. Je sais pas pourquoi ils s'entêtent à faire ça, parce que je sais que c'est... Moi, pour avoir été sur plusieurs courses féminines, pareil, j'allais faire les filles le matin à 7h du matin, les interviews avant de partir et tout. Heureusement mais il y a Cécilie souvent qui est de bonne humeur, bon là c'était pas là, mais franchement, elles ont beaucoup de courage, voilà, je le dis. Ouais, mais c'est sûr, mais c'est en train de bouger. Après, la machine à SO, c'est une lourde machine, mais une fois qu'elle a compris, font les choses bien. Bon, ils ont toujours un an de retard, mais ils se rendent compte à chaque fois des choses. Et je suis là pour les pousser, mais sans eux, on n'est rien. Donc, j'ai envie de dire, si c'est la dernière ou l'avant-dernière année où on part à 5h55 direction Bastogne, ça me va bien. Mais il faut que ça bouge. Regardez les prix. On va dire, on peut pas tout avoir en même temps. Ouais, regardez les prix. C'est bon, c'est parti. Il y avait encore 12 000 mercredis, 10 000. Là, on a gagné plus d'argent au niveau collectif. Alors, je vous parle que dans toute la saison 2021-2020, on va dire, il y avait le Covid, et que 2019, on est déjà au triple. Ah oui. Voilà, c'est pour vous donner une idée. Je vais vous donner un chiffre pour la dernière, une équipe comme nous qui était 4e mondiale, l'ensemble des prix, c'est 26 000 euros divisé par 14. C'est rien, on va dire, par rapport au cyclisme masculin. Je pense si on fait une grosse saison comme j'espère, on sera à 5 x 6 supérieur cette année. Et là, ça commence à être des vrais budgets de sportifs de haut niveau, qui ont un niveau international, qui vont au JO, etc. Oui, en effet, avec la progression qu'on voit qui est quand même, on va dire, pas fulgurante, pas après pas, mais on commence à avoir bien sûr des grands signes. On va malheureusement devoir s'arrêter là pour cette partie question, parce qu'on pourrait parler des heures avec toi, Stephen, c'est hyper intéressant tout ça. Mais bon, il faut que tu passes dans une machine infernale, celle de Jérémy Sakian pour la giclette. T'as pas le choix, t'as encore 2 minutes à suer, et puis après on te libère. C'est parti, boum, la giclette est là, on l'attendait. À toi Jérémy pour les questions que tu as préparées en amont pour Stéphane Delcourt. Donc je rappelle le manager de la FDJ Nouvelle-Aquitaine. Alors 5 questions à chaque fois, 2 choix, 2 possibilités de réponse.
Alors Stéphane, est-ce que tu es pour la création d'un Milan-San Remo féminin ou est-ce que tu préfères conserver le Trofeo Alfredo Binda? Je suis pour un Milan-San Remo avec un Trofeo Binda. On peut pas enlever C'est bien le Trofeo Binda, répondu. c'est pas possible. C'est très bien répondu. Tu lui supprimer des courses alors que les pieds sont en train de gagner x12 là, en prime. Alors, on a parlé du Tour de France. Si tu as le choix entre porter le maillot jaune du Tour mais sans le gagner ou remporter une étape, qu'est-ce que tu choisis? Ah, c'est dur là. Porter, alors ça veut dire porter pendant une étape, mais pas l'avoir en haut de la planche des belles filles. C'est ça. Remporter une étape. Seule la victoire compte. On croirait entendre Anthony Nicolas, notre consultant. Le plus dur, est-ce que c'était de battre Anna van der Breggen ou est-ce que c'est de battre aujourd'hui Pogacar pour les hommes? Ouais, je pense que c'est kiff-kiff. Hein. On est sur deux phénomènes. Je pense que les deux sont durs à battre. Et on a besoin soit d'un jour sans, soit d'un collectif de malades. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est deux monstres. Oui, c'est très difficile comme question, j'avoue. Les classiques. Et Pogacar, il est très jeune. C'est vrai, il est là pour un moment alors que Van der Breggen c'est terminé. C'est bon, elle a fini tôt. Stéphane, les classiques c'est mieux sur France Télé ou sur Eurosport? Ouais, c'est compliqué. Alors, moi, je vais répondre le plus franchement possible. Quand je regarde les courses, en priorité, je regarde sur Eurosport, mais le grand public doit regarder sur France TV et on va dire les spécialistes sur Eurosport. Mais moi, la relation, je pense que peut-être Jackie Durand, et j'écoute dans plein de pays, est le meilleur consultant avec Cyril Ostogrin du monde entier. Ce duo-là, ce sont les deux meilleurs consultants hommes-femmes de notre sport. Je veux dire, là si je réponds avec le cœur, oui, avec Eurosport. Sauf quand ma femme commande, parce que je suis pas objectif cette question-là. Et non, mais c'est obligé. Quand tu commandes, je vois tous les défauts, donc je mets pas le son. D'ailleurs, dans la voiture, on regardait évidemment, on regarde la télé, mais on met pas le son. Parce que je peux m'énerver et je suis plus concentré après. Bon, la dernière question, elle va t'énerver. Hein. Plutôt le Barça ou le Rayo Vallecano? C'est pour hier soir. Évidemment, plutôt le Barça. Et c'est pour ça que notre entente avec Movistar, elle est si bonne. En fait, hier, on avait le droit de perdre. On devait tout donner. Mais si quelqu'un nous battait, il n'y a que Movistar où on sait qu'on boit un coup derrière. Sinon, on est tout le temps déçus quand on perd en vélo. Là, on perd. On fait quand même deuxième. Mais quand c'est Movistar, l'amitié de notre équipe et Movistar, elle est bien plus forte que tout ce qui peut se passer. Et ça nous, même si le triplé aurait été historique, et encore plus beau le triplé avec deux filles différentes. L'amour avec Movistar et via le Barça, hein, parce que je vous rappelle la famille Unzué, le frère de Zebio Unzué est l'ancien gardien du Barça. C'est ce qui nous rapproche aujourd'hui avec la famille Unzué et ce qui fait qu'on a une amitié profonde. Après sur le vélo, c'est pas de cadeau. Hein. Je veux dire que derrière, dans la radio, on criait pour qu'on rentre sur Anémique. Ouais, mais c'est évidemment. Elle en a évidemment, pas fait non plus. Elle en fait pas beaucoup. Hein. Elle a pas attendu Grace. Hein. Je peux dire que. Ouais, mais regardez les images de l'Amstel qui sont passées sur Eurosport. Direct après l'arrivée, celle qui a été remerciée et félicité tout mon staff, et on l'a vu à la tête, c'est Annemiek van Vleuten. Direct. Que nous, entre staff, on s'aime bien, et voilà. Mais il y a un respect profond parce que les deux, on veut faire la course quand on a un problème mécanique à la flèche. Et qu'on rate l'échappée parce qu'on a mis tout le monde pour faire revenir Evita. Quand on demande à rouler, évidemment, Movistar, sur le coup, ils veulent pas rouler parce qu'ils ont Yalena Eric de mémoire devant. Par contre, quand il faut rouler à la fin et pour tout combler, il y a deux équipes qui prennent en main, c'est Movistar et FDJ, parce qu'on a une mission. Pour moi, je dis de passage dans le cyclisme féminin, la mission c'est de développer notre sport et ce développement il se passera que par de la performance. Il y a que ça qui va donner de la visibilité. C'est pas le merchandising, le marketing ou l'égalité homme-femme. C'est parce que la performance elle est là et qu'on doit faire des belles courses. Et j'espère qu'au Tour de France, on va donner au grand public sur France TV et sur Eurosport de très belles courses. Oui, et est-ce que tu peux rappeler pourquoi tu as dit Barcelone, Rayo Vallecano quand même à tout le monde parce que j'ai vu en préparant l'émission sur le profil Twitter de Stéphane que c'était un fan du Barça et le Barça hier a perdu contre le Rayo Vallecano 1-0. Voilà. D'accord, c'est ok, voilà, comme ça tout le monde est au courant. Non, je suis socios depuis peut-être que je suis né, je pense, avec mon frère et mon père, et c'est vrai que d'aller au Camp Nou, c'est bien plus fort que du sport, pour cet amour pour ce club qui vit un cycle compliqué, mais qui me permet, moi, de progresser. Et aujourd'hui, celui qui me fait le plus progresser dans mon métier, ce sont des gens comme Guardiola qui ont été capables de manager dans des situations difficiles et qui sont des modèles de management, et peu importe le sport.
Bon, la prochaine fois, on prévoit 1 heure avec toi pour parler de tout et de rien, Stéphane, tellement c'était intéressant. De foot, si tu veux. Bon, on évitera avec Anthony, parce que déjà, avec le cyclisme, c'est compliqué, mais alors le foot... On va changer de consultant, c'est décidé. Merci Stéphane d'avoir été avec nous. Nous, on enchaîne parce qu'on a une suite d'émissions à faire. Merci de nous avoir accordé ces quelques longues minutes, d'ailleurs, parce que d'habitude, on fait un petit peu moins, mais là, c'était tellement intéressant. Il faut en parler du cyclisme féminin. Merci à toi, Stéphane, et à très bientôt. Et à bientôt. Bravo aux filles, et ce qu'on va en faire plus tard, bien sûr, parce que c'est pas terminé. Salut Merci Stéphane, beaucoup, à bientôt. Salut, au revoir. Au revoir. Et oui, parce qu'il faut continuer. Nous, on a parlé, mais il y a un sprint final à disputer, et c'est maintenant. Oh le coup de tête de Marco, le deuxième coup de tête de Rencho. Oh que ça c'est pas bien. Le sprint final remporté d'ailleurs par Thibaut Pinot sur la dernière étape du Tour des Alpes. Voilà le retour du Français, un bonheur qui n'arrive pas seul d'ailleurs avec le succès au général de Romain Bardet. Je parle bien sûr de cette belle course du Tour des Alpes qui est en train de relancer tous nos amis français. C'est incroyable. On en a parlé un petit peu dans la rubrique on n'attaque pas de ce Tour des Alpes, mais on va rentrer en profondeur dans cette course par étape qui a vu Thibaut Pinot gagner. Thibaut Pinot d'ailleurs qui avait fait 2e la veille avant de gagner et qu'on va avec grand plaisir écouter. Ouais, je me suis remis très vite de ma défaite. De toute façon, j'ai toujours été comme ça durant toute ma carrière. Je me suis toujours nourri de mes échecs pour rebondir le plus vite possible. Et voilà, quand tu rebondis sur une étape qui te convient, avec des bonnes sensations, voilà, tu sais que ça peut le faire et ça l'a fait. Donc ça l'a fait donc pour Thibaut Pinot qui a donc remporté cette dernière étape du Tour des Alpes après une 2e place en larmes la veille, la joie le lendemain. Thibaut Pinot, il n'y a que lui pour nous faire ça, montagne russe émotionnelle, on est d'accord. Un modèle de résilience, c'est exceptionnel ce qu'il a fait. Il était extrêmement touché après sa défaite face à Miguel Ángel Lopez. Il repart dans l'échappée, il gagne. Chapeau monsieur. Chapeau monsieur. Chapeau monsieur. C'est pas la plus belle victoire en termes de prestige dans son palmarès, mais c'est la plus importante selon ses propres mots. Et je veux bien le croire, après tant de mois de galère, de regoûter comme ça à la victoire avec le panache. C'est vraiment du beau vélo qu'il nous a proposé et on était tous très heureux pour lui. Oui, c'est vrai, Rémi, même chose. Moi, j'ai carrément tweeté. Je suis allé, je m'en fiche totalement. Allez, frissons et tout. Vous savez que c'est l'un de mes coureurs préférés, si ce n'est mon coureur préféré. Mais voilà, c'est clairement Thibaut Pinot. Il a là-dessus, c'est fou. Et en plus, dans cette étape, pardon, pas dans cette course, mais dans cette étape, il y a tout. Il y a son dérailleur qui fonctionne pas. Alors du coup, on sait pas s'il va abandonner. À un moment, dans la montée, il lâche, on le voit revenir, il attaque, ça revient dans la descente, il se fait. Enfin bref, c'est du Thibaut Pinot tout craché. Exactement. Voilà, t'as tout dit, c'est du Thibaut Pinot. Ouais, les poils, on a vraiment vibré sur cette dernière étape. Au-delà donc de la victoire de Romain Bardet au général, c'est ça, c'est Thibaut Pinot. Il y a tout eu dans la fin d'étape. Dans son duel avec De La Fuente, c'était De la Cruz, De La Fuente, sorti un De La Fuente à l'ancienne. Tour de France 2005 quoi. Oui, De La Cruz, pardon. Il y a tout eu dans ce duel et il a la rage et la force de gagner à la fin, alors que voilà, la veille, tu l'as dit, il se fait reprendre à 1 kilomètre de l'arrivée par Lopez. Puis 1007 jours quoi. T'imagines le soulagement, 1007 jours après ta dernière victoire, tu réussis à regagner après avoir connu 2 ans de galère et tout. C'est sûr que c'est fort et ça va lui faire énormément de bien. Donc c'était vraiment, on pouvait difficilement avoir plus beau. Dernière victoire donc sur le Tour de France 2019 au Tourmalet, 1007 jours, ce chiffre qui est apparu partout aussi sur les réseaux sociaux. Anthony, comment t'as trouvé ce Thibaut Pinot si tu as pu regarder un petit peu le Tour des Alpes? Moi, je vais pas vous cacher que j'ai eu un peu de mal avec l'étape c'est le vendredi où il se fait reprendre. Ouais, c'était le vendredi où. Ouais, c'est vendredi. J'ai eu un peu de mal après cette arrivée parce que. C'est le jeudi qui se fait reprendre. Vendredi, dernière étape. Excusez-moi, je suis un petit peu perdu dans les jours. Effectivement, il est une grosse déception. J'ai eu un peu de mal. En plus, après, il y a qui fait 2 ? Qui gagne ce jour-là ? C'est Miguel Ángel Lopez. Tu m'as bien écouté, ça fait plaisir. Qui dit dans la presse qu'il est déçu pour Pinot. Je me suis dit, maintenant les coureurs sont déçus pour les coureurs qui battent. Je veux dire, le vélo, c'est un sport de voilà, un sport Thibaut dur. Pinot, il est universel. Ça a pas dû t'arriver souvent d'être déçu pour les coureurs que tu battais.
non, mais voilà. Et par contre, le lendemain, je trouve que c'est la plus belle réponse qu'il ait pu faire. C'est voilà, de se remobiliser et d'aller la claquer. Ça, pour moi, ça a du panache. C'est vrai que la veille, j'avais eu un peu de mal avec cette interview où on le sent tellement déçu qu'il en craque. Alors, ouais, j'étais un peu, je sais pas, j'étais un peu pas gêné, mais je me suis dit, merde, quand même, un gars comme ça. Alors, on sentait qu'il en avait gros sur le cœur. Mais pour moi, c'est facile à dire. Hein, je vais pas dire il doit pas craquer, mais la plus belle réponse qu'il avait à faire, c'était le lendemain, c'était de la claquer. Là, il les a portés, il est retourné au combat et il en a claqué une belle. Donc, bien évidemment, très très content pour lui. Mais voilà, j'avais eu un petit peu de mal sur l'étape du jeudi, et donc le vendredi, ça m'a quand même fait plaisir, ouais. Mais ça s'est beaucoup enflammé quand même sur les réseaux, c'était la folie. Hein. C'est normal. Même les commentateurs, Louis-Pierre, on lui passe le bonjour. Quelle fin d'étape il nous a fait, il nous faisait rêver, quoi. Même Guillaume Di Grazia d'Eurosport aussi qui a tweeté en disant ça sert à rien, David de la Cruz ne le suit pas. Pendant l'étape, on est des millions à pédaler avec lui. Enfin, c'était clairement la folie, mais Thibaut Pinot, il n'y a que lui qui arrive à nous faire vivre des émotions comme ça. C'est incroyable comme ce coureur. On aime quand tout le monde perd. l'attendait, cette victoire. On aime quand il gagne. Il y a quasiment que lui, j'ai envie de dire. Et en plus, il m'a sorti une interview derrière en traitant les cycliques. ça me fait vraiment rire. Dire les cycliques, si on dit que j'avais pas de mental, alors que c'est pas vrai, je le prouve tous les jours. Vraiment, là, il était incroyable, sur un nuage. Qu'est-ce qu'on lui a pas mis aussi dans la tête, Thibaut Pinot, qu'il n'avait pas de mental, que si, que là. Je pense que déjà, quand on fait ce métier, on a forcément du mental. Et puis, il faut voir tout ce qu'il a enduré depuis 2 ans et demi maintenant. Chapeau, monsieur. Je l'ai déjà dit, je le répète, il m'a vraiment fait plaisir. Oui, et après, quelques personnes diront ce n'est que le Tour des Alpes, etc. Il faut quand même aller gagner une étape comme celle-là avec vraiment une belle adversité, c'est vrai. David de la Cruz, c'est pas non plus n'importe qui, hein, plusieurs top 10 sur les grands tours. Oui, il a fait 2 ou 3 fois 7ème de la Vuelta, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, il faut y aller. Rémi, on lui souhaite quoi à Thibaut Pinot maintenant? Une victoire sur le Tour. Une victoire sur le Tour, c'est ce qu'on aimerait. Anthony, une victoire d'étape, je précise, pas le général évidemment. Enfin, je prends, mais. Anthony, victoire sur l'étape sur le Tour. Carrément, victoire sur l'étape sur le Tour. Ouais. Ah là, par contre, c'est Champs-Élysées direct. Hein. S'il gagne sur le Tour, on n'est pas prêt. Parce que déjà, sur le Tour des Alpes, ça enflammait tout le monde. Mais alors, une victoire sur le Tour de France. Il ne pourra pas gagner sur les Champs-Élysées quand même, hein, attention. Mais non, mais oh là là. Non, ce sera pour vous. J'ai compris. Et il tente de faire des blagues comme ça. Bon, on n'oublie pas Romain Bardet aussi. Parce que Romain Bardet a remporté le Tour des Alpes avec une magnifique régularité. 3 fois sur le podium. Et ensuite, meilleur de la dernière étape, la plus dure. Pour sa 2e saison avec DSM, on a l'impression qu'il a progressé encore, Romain Bardet, et tant mieux d'ailleurs pour DSM parce qu'il n'avait pas gagné depuis longtemps. Ils en avaient besoin, ouais. Oui, il y a une vraie progression. Il a eu un très bon lieutenant là, avec Thymen Arensman. Ah ouais, incroyable. Et ça, c'est important pour l'équipe parce que ils ont besoin de leaders comme Romain et comme Arensman. Parce qu'on a eu une telle saignée dans l'équipe depuis 2 ans avec les départs d'Hirschi, Storer et compagnie. Il y avait eu Matthews, exactement, Benoît, bien sûr. Il manquait du monde, donc heureusement il y a ce duo. Il monte en puissance, il avance masqué de plus en plus. Et il est en train de se poser peut-être que je brûle les étals, mais il est en train de se. Tu brûles mes questions, en effet. Je sens. Ah oui, c'est l'heure du Giro, voilà. Merci. Oui, voilà. Bon, c'est une question qui allait arriver évidemment, mais avant ça, j'ai une petite statistique à vous donner. C'est sa 2e victoire dans sa carrière dans un classement général. Après le Tour de l'Ain. Le Tour de l'Ain 2013. Alors, c'est vrai que je savais qu'il n'avait pas gagné énormément, Romain Bardet. Je crois que c'était Limousin. Non, c'est le Tour de l'Ain. Je savais qu'il n'avait pas beaucoup gagné, mais c'est incroyable de se dire que ce mec, qui a été au niveau pendant des années, qui l'est toujours d'ailleurs, il l'a montré aujourd'hui, qui a gagné 2 courses par étape dans sa carrière. Et qui a fait beaucoup de podiums sur des courses d'une semaine en plus. Qu'est-ce qu'il y a, Anthony? Tu voulais dire quoi? Non, mais parce que toutes ces autres années, après, il s'est entêté avec le Tour de France. Ah voilà, toi t'es un homme de classique. On l'a déjà dit. Et là, on est en train de regarder. Je regarde un petit peu ce qu'il a fait depuis le début de saison. Il fait pas de bruit, Romain Bardet. Mais pour rejoindre ce que vient de dire Rémi, je pense que attention à Bardet sur le Giro.
Ah, attention à Romain Bardet sur le Giro, c'était aussi ma question. 8e l'an passé, si mes souvenirs sont bons pour son premier Giro. Il a annoncé qu'il allait retourner sur le Tour d'Italie. Je n'ai pas en tête toute l'adversité qu'il y aura sur ce Giro, mais je sais que c'est pas forcément un peloton avec les cadors. Jérémy, un podium de Romain Bardet sur le Giro, est-ce qu'on peut pas y croire un petit peu ? J'aimerais y croire. J'aimerais y croire. Non, je suis pas sceptique. Je ne sais pas quantifier la forme de Romain Bardet actuelle. Est-ce qu'il est vraiment dans la forme de sa vie au point d'aller jouer avec les meilleurs sur le Giro ? Est-ce qu'il est simplement dans un regain de forme qui lui permettra non pas de passer de la 8e mais de la 7e, parce qu'il a terminé 7e l'an passé, à la 4-5e place ? En tout cas, il sera là en tant qu'outsider. Ça, j'en suis persuadé. Maintenant, c'est vrai que le Giro, en général, c'est pas le tour le plus relevé en termes de plateau, mais il y aura quand même du beau monde. Il me semble que Carapace y va, si je dis pas de bêtises. Il est annoncé, Dumoulin. Dumoulin aussi est annoncé. Ouais, après, c'est du Jay c'est Carapace. Almeida est annoncé. Il y aura Joan Almeida qui sera peut-être le. Il sera pas loin. Il sera dans le match. Alors peut-être podium, peut-être, je sais pas, mais l'objectif, ça doit être le top 5. Ouais. Quand tu as fait 7 l'année dernière en étant un petit peu moins bien que les années auparavant, tu peux viser le top 5. Je vois l'équipe Bahrain Victorious qui a annoncé là, Peyo Bilbao, Mikel Landa, Woodpulse, ça aussi ça peut être sympa. Mais après, il a réussi à les battre. Ils étaient tous sur le Tour des Alpes et il a réussi à faire la différence. C'est ça, et il est bien sorti. Effectivement, avec Timen Arensman, il a réussi à sortir Bilbao qui n'avait que lui, ou presque, à marquer, donc chapeau à lui. Et puis l'équipe DSM pour le Giro, elle est quasiment officielle, elle est cohérente avec Chris Hamilton, avec Arensman, avec des cartes aussi pour le sprint, avec Dainese, Keisbol. Il y a de quoi faire un beau Giro pour cette équipe qui a gagné deux victoires depuis le début de saison. Bardet évidemment sur le Tour des Alpes, et il y avait Welsford qui avait remporté un sprint aussi en Turquie. Ah oui. Elle est officielle, l'équipe DSM. Elle est officielle. Oui, elle est non, mais officielle. Voilà, donc Romain Bardet. Après, il peut y avoir des Covid, il peut y avoir. Bien sûr. On espère le plus haut possible, mais on va en parler de ce Giro dans les prochaines semaines parce que ça arrive très très vite. J'ai juste une info avant de passer au quiz à vous donner, c'est que la participation de Julien Alaphilippe est en suspens après la lourde chute. C'est une annonce qui vient de tomber. Participation pour le Tour ? Pour le Tour de France, évidemment. Voilà, pour les dernières nouvelles, on espère que ça va bouger. J'attaque pas. Non, là, c'est pas l'attaque pas, non, c'est l'info en brut que vous allez avoir normalement avant, mais que vous écouterez dans le podcast. On pouvait malheureusement s'en douter au vu du bilan qui est quand même relativement lourd. Oui, en effet. Le cyclisme français se porte bien d'un côté, mais un peu moins bien lorsque Julien Alaphilippe est convalescent et blessé, évidemment. Bon, c'est le moment, j'ai l'impression. C'est le moment du quiz. Tu nous l'as vendu, Jérémy. J'espère que ça va être un grand quiz. Et là, maintenant que tu m'as glissé un chèque de 50 € dans la poche... Et si je peux aussi avoir la réponse du quiz, tant qu'à faire. Par contre, pose le portable, s'il te plaît. C'est de plus en plus alambiqué. Vous me dites quand il commence le quiz. Ah oui, c'est pour Rémi. C'est car le coupable n'est pas Anthony. Non. J'admets avoir commis un crime lors du quiz précédent. Ouais, le melon du type, c'est incroyable. Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même. Et pour ce quiz, Jérémy, on a la Dream Team entière. Jérémy, Rémi, Anthony et Gilou, qui doit être aux anges. Gilou, comment vas-tu ? Parce que je sais que t'es parmi nous maintenant, je te vois connecté. Que vous m'entendez bien. Oh là là. Alors bien, j'irai pas jusque là, mais on t'entend. Alors, t'es à quel endroit, quel tunnel en Belgique là où t'es ? Attends, parce que j'ai mis mon casque, mais je peux essayer de l'enlever pour m'entendre mieux si vous voulez. Voilà, bonne idée. Ah oui, comme tu veux, parce que là, surtout qu'on a des trucs à te faire envoyer. Écouter. Parce que comme t'étais pas là pendant le podcast, évidemment, on a assez parlé de Belgique depuis le début de ce podcast. On voulait pas rajouter en plus un Belge, parce que là, sinon, laisse tomber, on en aurait pendant des heures. Mais on a... Tu sais pourquoi on t'a pas mis sur cette émission ? Tu sais pourquoi, Gilou ? Parce qu'Anthony Nicolas est quelqu'un d'exceptionnel et a pris ma place. Non, pas du tout, c'est pour tes analyses, tu vois. Parce qu'on a fait une petite recherche avec Jérémy. Une compilation. Oui, je sais de quoi vous avez parlé. Non, mais on va te faire écouter. On va te faire écouter, Sois patient. Regarde. Donc, je suis pas forcément d'accord. Tu vas quand même pas faire ça. Ah, je vais évidemment faire ça. Écoute bien ce que je vais lancer. Écoute bien. C'est parti. Non, j'écoute forcément pas, d'accord. voilà. Ah, je vais le remettre à chaque fois. Gilou, tais-toi. Donc je suis pas forcément d'accord d'en faire là maintenant un coureur de classique et de le cramer. Si Wout van Aert
Et là, dimanche, ce sera dans un rôle d'équipier. Pour gagner Paris-Roubaix, il faut être au top et ce ne sera pas possible pour Wout. Alors, c'était Remco en premier, donc pas un coureur de classique et Wout équipier, bien sûr, sur Paris-Roubaix. Un grand chelem. Un grand chelem. Merci. Voilà pourquoi tu as été puni aujourd'hui, Gilou. C'est que tu racontes n'importe quoi. Il veut plus parler. La parole est à la défense. Bah, j'ai perdu toute crédibilité. Et tout. Mais ma carrière dans le vélo est finie, merci. C'était sympa de vous avoir connu, d'avoir partagé ce petit bout de chemin avec vous, cette petite roche au faucon avec vous qui ne m'aura pas permis d'aller jusqu'à l'arrivée. Non, juste plus sérieusement, concernant Wout, au final, j'avais raison dans une chose, c'est que pour gagner Paris-Roubaix, il faut être à 100%. Et il l'a pas gagné. Et ensuite, concernant Remco, j'avoue, j'ai dit à Jérémy, j'étais un peu pris de court sur la question et j'ai un peu essayé de faire du jinx inversé dans le sens essayer de dire que c'est pas possible pour qu'il le gagne derrière et que je sois content. Je me suis trompé, j'assume. Des fois, on dit des bêtises. C'est pour ça que je ne suis pas encore chroniqueur sur Eurosport Sport. Mais j'en suis très content. Si je peux me tromper chaque semaine et qu'il me fasse des résultats comme ça, il n'y a aucun souci. Ouais, c'est vrai. Après, bon, t'as quand même donné un Quinton Hermans, t'en as parlé avant. Et puis on a encore Anthony Nicolas parmi nous qui raconte saucisse sur saucisse et pourtant qui est toujours titulaire. Je suis toujours là, moi. Bon, et puis Gilou qui est toujours en tête du quiz. Oui, c'est vrai. Avec sa brillante victoire la semaine dernière contre Anthony, ça fait 5 points pour Gilou, 4 pour Johan, 3 pour Anthony, je sais pas comment il est monté jusqu'à 3, et donc Rémi est à 1. Alors quiz exceptionnel aujourd'hui. Pourquoi ? J'ai tenu à ce que vous soyez tous présents. La première raison, il y a 2 raisons. La première, c'est qu'on va tester le format qui sera adapté pour la prochaine soirée du grand quiz Mon Peloton. Alors le premier était au mois de janvier avec la victoire de Théo Barbet-Duquil. On prépare le deuxième. Et pour ce quiz-là, les réponses se feront par écrit. Je vous ai prévenu hier, vous allez me répondre par écrit sur Twitter. Alors je vais vous faire deviner un coureur, donc il y en aura plusieurs, mais un par un. Et vous devrez me répondre quel est ce coureur par écrit. Vous avez le droit de me donner un nombre de propositions illimité. En revanche, moi, à la fin de l'énoncé, je vais me connecter sur Twitter et je vais prendre uniquement la dernière réponse de chacun d'entre vous. Si vous avez la bonne réponse, vous marquerez des points. 3 points pour celui qui m'aura donné la bonne réponse en premier, 2 points pour celui qui m'aura donné la bonne réponse en deuxième, et 1 point pour celui qui m'aura donné la bonne réponse en troisième. Donc si vous me donnez la bonne réponse, mais que vous surenchérissez par un autre nom, je prendrai le dernier nom. Voilà, je n'irai même pas voir les autres propositions, je prendrai juste ce qui s'affiche sur ma page de garde. Et on répond sur Jérémy Sarakian ou sur Jérémy Sarakian, s'il vous plaît. Parce que sur mon peloton, évidemment, tout le monde verra la réponse des autres puisqu'on est plusieurs à avoir les codes. Ok. Ça, c'est pour la première partie du quiz. Ah, parce qu'il y en a d'autres. Bah oui, parce qu'il faut connaître le thème. Compris, moi. Il faut que tu répondes sur mon Twitter. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Pourquoi ce Quand quiz je vois les conneries que je t'ai envoyées sur Jérémy Sarakian, on est mal. On est très très mal. Pourquoi ce quiz sera exceptionnel, messieurs ? Parce que pour la première fois de l'histoire du quiz, il sera sponsorisé. J'ai été contacté. J'ai été contacté cette semaine par le sponsor d'une équipe World Tour pour sponsoriser la rubrique. Est-ce que vous avez une petite idée de qui ça pourrait être ? Aucune idée, mais alors... Si je vous dis séjour linguistique pour partir à l'étranger, pour améliorer ses accents. IF. Education First. Johan Tritz. Easy Post maintenant. Le spot, s'il vous plaît. Somewhere in the world, you will have a first-time experience. Learn a new language. Explore a new country. Pinot es el número 1 maintenant. Los franceses son sorpresas en este tour. Somewhere in the world, you will meet new friends for the first time. De toute façon, contre un Calais One. You will express yourself in a new language, and life will take a new direction. C'est des spectateurs. Des spectateurs. Des spectateurs. S'il vous plaît. Edenard. EF, Education First. Alors c'est très petit parce que c'est vrai que mon espagnol à l'époque était pas très très bon. C'était il y a quelques années, 3-4 ans. C'est l'émission du tacle ici ou quoi? Il fallait dire qu'on va mettre des jambières pour venir ici, des protèges tibia pour les Français. Ouais, parce que oui, les jambières, ça se dit pas. C'est autre chose en France. Avec tout ce qu'ils m'ont donné dans la poche pour sponsoriser l'émission, je suis obligé aujourd'hui de vous faire un quiz
EF Education. Oh là 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 là. Oh, j'ai aucune chance. Mais en vrai, c'était vrai, c'était vraiment désponsorisé. Il veut l'argent, c'est pour ça. Attendez, les gars, moi j'ai rien su, moi. Gilou, s'il te plaît, un petit peu de second degré. Est-ce que tu imagines un spot avec Johan Tritz qui parle espagnol comme une vache anglaise? Bah oui, adapté. évidemment que oui, ça donne envie d'aller en Espagne. Bah écoute, si ça te donne envie, tant mieux. Du coup, on sera payé par l'Office du tourisme espagnol, pas par EF. Mais allez, j'ai messieurs. perdu un quiz EF. Le quiz EF va commencer. Il y a 6 coureurs à deviner. Vous pouvez m'écrire donc sur Twitter. Je prends la dernière réponse En message privé, ça de va. chacun. Ouais, parce qu'Anthony en message privé, hein, évidemment. Ouais. Vous Ouais, ne tweetez non, mais- pas en me notifiant. Non, parce que quand on voit les derniers tweets d'Anthony Nicolas, Ouais, on s'en passera. pas tant tweeter, quoi. Allez, c'est parti. Le premier coureur. On recherche un individu de 46 ans, un ancien coureur donc professionnel entre 96 et 2013. Date à laquelle il est suspendu pour dopage, évidemment, entre 99 et 2006. Il avoue ses méfaits. C'était lors d'une bonne partie de son passage chez Télécom et T-Mobile. Ses aveux ne l'empêchent pas d'obtenir une place de directeur sportif, d'abord chez Garmin, Cannondale, puis par extension EF Education First, place qu'il occupe encore à ce jour. De nationalité allemande, cet ancien coureur peut distiller de précieux conseils sur les courses flandriennes, et pour cause, il a remporté Gand-Wevelgem en 2003 et terminé 2e du Tour des Flandres 2 ans plus tard. Il partage les mêmes initiales qu'un autre ancien coureur allemand, ancien de ses coéquipiers chez T-Mobile, monté sur le podium du Tour de France. Les deux hommes partagent même plus que des initiales, ils ont tout simplement le même prénom. Natif de Munich, le coureur que l'on recherche a disputé 3 Tours de France sans jamais gagner d'étape ni terminer dans le top 10. Sa dernière participation remonte à 2010, il portait alors le maillot de la Cervélo. On va faire les comptes, j'ai reçu des propositions de 3 Les miennes sont honteuses. d'entre vous. J'en ai donné qu'une seule. Moi j'en ai donné qu'une seule. mais Anthony elle n'a est pas très joué, fausse. donc Anthony marquera 0. Rémi Dos Santos propose Voters. Ouais, mais Il dit j'ai qu'il a joué. Attends. très Donc, longtemps. oui, il a joué, il a mis Van Aert, donc ça ne compte pas. Alors, Gilou nous propose l'allemand Michael Bugert. C'est évidemment une mauvaise Pas du tout réponse. allemand, en plus. Il y aura 3 points pour Johan Tritz avec Andreas Klier. C'est la bonne réponse, deuxième du Tour des Flandres 2005. Ce que t'as pas dit, c'est que moi j'ai pas enchaîné les noms. C'est-à-dire que j'en ai donné qu'un seul. Je Et ne le regarde bon, que en le plus. dernier, de toute façon. Donc je ne sais pas Non, mais qui a c'est dit pour quoi. préciser aux auditeurs. Johan, tu as 3 points, tous les autres sont à Oui, 0. c'est là. Très content de pas avoir Raconte, répondu à commissaire, ma deuxième idée parce que j'ai eu Andreas Krohn qui n'existe absolument pas. Bah si, mais ça ne marche pas. Il est pas. Si, Krohn, c'est bon. Il est pas non allemand. mais Krohn, oui non mais d'accord, mais pas Andreas. Bah si, c'est Mais Andreas si. Krohn. C'est Andreas C'est Krohn. Andreas Krohn. Ah ouais. Ouais, c'est Andreas. Messieurs, il y a encore Autant pour moi. 5 coureurs à deviner, donc il va pas falloir m'interrompre trop souvent. Merci. Allez, c'est parti. Cette fois, on recherche un coureur de 25 ans qui court actuellement chez EF. Champion national du contre-la-montre en 2019, ce coureur compte 7 victoires pro, dont 2 au World Tour et 1 en 2022. C'était sur un contre-la-montre d'une course par étape non World Tour. Il avait devancé ce jour-là 3 Espagnols, Herrada, Valverde et Ion Izagirre. Nouvelle recrue de la formation EF en 2022, ce coureur n'a connu que 2 équipes chez les pros et il a côtoyé 2 stars mondiales, Vincenzo Nibali et Mark Cavendish. Ce coureur doit principalement sa renommée à 2 victoires World Tour survenues sur la même épreuve, dont le général avait été remporté par Richie Porte, 2 succès survenus à 2 jours d'intervalle sur des étapes de montagne qui n'ont pas permis à ce coureur d'être sélectionné pour le Tour de France 2021, malgré donc un Dauphiné retentissant pour ce coureur ukrainien. On va faire les comptes. J'ai reçu des propositions de 3 personnes. Gilou qui nous parle de Guerrero, le fameux Ukrainien Guerrero. Anthony Nicolas. Tu l'as dit à la fin, ukrainien. J'allais dire aussi un truc et j'ai fait bon, moi je mets rien parce que. Anthony Nicolas nous propose Bisseger, c'est une mauvaise réponse. Ouais, en revanche, il y aura une égalisation de Rémi Dos Santos pour Marc Padoun, les Marc gars. Padoun. On en parle assez. Attends, mais comment je ne peux pas avoir Marc Padoun? Marc Padoun qui donne 3 points à Rémi Dos Santos. Troisième J'y coureur. crois pas. Mais en fait, j'étais perdu. J'étais sur un chrono et tout. J'étais pas bien là. Bah, les J'ai hein. questions sont... aucune chance avec Marc Padoun. J'ai Incroyable. pas le droit. Allez, le troisième, c'est un coureur en activité. Il ne fait plus partie de l'équipe EF dont il a défendu les couleurs en 2018 et 2019. Coureur très rapide, il est plutôt en fin de carrière du haut de ses 34 ans. Vainqueur de près de 50 courses, un petit peu moins. Notre coureur mystère a connu son heure de gloire sur le Giro 2015, dont il a remporté 2 étapes, à chaque fois devant Giacomo Nizzolo. Passé par UAE Emirates, cet Italien est revenu cet hiver chez Bardiani, une équipe qu'il avait déjà connue en 2013. Entre-temps, il avait posé ses valises chez Lampre ou Alpecin Phoenix.
C'est d'ailleurs avec le maillot d'Alpecin Phoenix qu'il a remporté son dernier succès à une étape du Tour du Luxembourg 2021 devant Cosnefroy et Grossouf, porteur du même prénom qu'un dresseur Pokémon célèbre. Son nom de famille compte 3 fois la lettre O. Je suis dégoûté parce que... On va faire les comptes. Là t'as donné tellement d'indices à la fin, là, alors que je l'avais depuis une demi-heure. Alors... 3 points pour Johan Tritz avec Sacha Modolo. 2 points pour Rémi Dos Santos avec Modolo évidemment. Et Gilou qui va marquer 1 point. Anthony Nicolas nous a répondu Pikachu. Célèbre dresseur Pokémon. T'es un enfer. C'est pas mon quiz. Hein, ça ne marche pas. Un point sur les scores. Johan est à 6, Rémi est à 5, Gilou est à 1. Et Pikachu est à 0. C'est bizarre. Il n'y a que vous qui marquez des points, il y a quand même une mafia, j'ai l'impression. Allez, t'as vu Gilou comment ils font quand c'est comme ça? Nous recherchons un coureur doté d'une très belle pointe de vitesse, mais retraité depuis 2 ans. Sur ses 22 victoires en carrière, cet homme de 37 ans n'en compte qu'une seule sur les grands tours, la dernière étape de la Vuelta 2008, dans les rues de Madrid. Nous parlons d'un coureur très souvent placé sur de très grandes courses. Il compte ainsi un top 10 sur Paris-Roubaix, 2 sur le Tour des Flandres et une victoire sur À travers la Flandre. Il est surtout 3e du mondial 2008 en ligne et vice-champion du monde 2010. Coureur d'EF en 2018 et 2019. Après 2 ans chez Cannondale, cet ancien coureur de CSC et Rabobank est aujourd'hui directeur sportif chez EF, de nationalité danoise. Il fut d'ailleurs champion du Danemark sur route en 2009. C'est honteux ce que j'ai. Une seule bonne réponse, on fait les comptes. C'est Johan Tritz qui va marquer 3 points. Johan, la réponse, s'il te plaît. C'est Mati Brechel. C'est Mati Brechel, effectivement. Que j'ai eu sur le 3e de la course en ligne, je sais plus de quelle année, mais... 2008. Voilà. Il reste 2 coureurs. Johan est à 9, Rémi est à 5. Et Mati Brechel qui était prévu aussi pour changer de vélo l'année où Cancellara a changé de vélo. Merci des précisions, tu restes malgré tout à 1 point. Coureur de 26 ans. C'est à nouveau un cycliste en activité que l'on recherche, mais qui ne porte plus le maillot de BEF. Il n'a d'ailleurs appartenu à l'équipe qu'une seule saison en 2020. Ancien champion du monde espoir et brillant dans les catégories jeunes, il peine à confirmer chez les pros, bien que catalogué sprinter, et recruté en 2018 par l'équipe Sky. À ce jour, son compteur de victoires est bloqué à 5. La première d'entre elles avait été conquise sur le sol français lors du Grand Prix d'Isberg, soit quelques semaines avant son titre mondial à Doha devant Pascal Ackermann. On parle toujours, évidemment, du titre Espoir. Coureur désormais d'Uno X de nationalité norvégienne, il réalise un début de saison timide en 2022. Aucun top 10, aucun top 40 même. Abandon sur le ronde, hors délai à Roubaix. Il a pour initiale HK. KH, pardon, plutôt. Ouais, parce que je suis trop lentement. Alors, messieurs, j'ai 3 bonnes réponses. De Johan, de Rémi et de Gilou. C'était Christopher Halvorsen. 1 point pour le leader du quiz, Johan, qui monte à 10. 2 points pour Rémi qui monte à 7. Et c'est Gilou qui va faire le point sur cette question. Avec Anthony, il a répondu quel Pokémon Anthony, la dernière réponse d'Anthony, c'est toujours Bisseger. Ça va, Anto? Ça va? Tu passes un bon moment? Je vais bien y arriver à un moment ou un autre. Il n'en reste plus qu'un. Ça pas une main, c'est ça le problème, Christopher Halvorsen. Il n'en reste plus qu'un. Et messieurs, le dernier ne compte pas double, mais il prévaut en cas d'égalité. C'est-à-dire que si Rémi l'emporte et que Johan ne marque pas, ce sera Rémi qui s'imposera sur ce Ça, c'est honteux, ça. Après, je viens de faire 3 bonnes réponses. Ah, honteux. Pour terminer. Ah, c'est tout? C'est tout après. 6 coureurs et puis c'est fini. Eh oui, c'est fini. Il fallait marquer des points avant, Gilou, fallait se réveiller. On va parler d'un coureur du top 30 mondial actuel. Que même si Anthony trouve, il restera dernier du quiz. Il est resté 3 ans chez EF. Entre 2018 et 2020, son palmarès compte 2 courses du World Tour, dont une en 2022, l'autre ayant été acquise avec EF, justement, c'était en août 2020. Ce coureur, c'est aussi un coureur de classique, comme en témoignent ses 2 top 5 consécutifs la semaine dernière, sur la Flèche Wallonne d'abord, sur Liège-Bastogne-Liège ensuite. Coureur sud-américain dans le top 5 du dernier Giro, il a choisi de s'exiler dans une équipe britannique après son passage chez EF. C'est avec cette formation que le quasi-homonyme de Dan Martin a remporté cette année le Tour du Pays Basque. J'en ai dit beaucoup, normalement tout le monde a la réponse.
Eh bien non, tout le monde n'a pas la tout le monde n'a possible. pas la réponse puisqu'Anthony nous a donné Martins et je ne peux évidemment pas le compter. Corentin. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, le plus long à avoir répondu, c'est Rémi. Rémi qui va quand même marquer un point pour terminer à 8. Johan, tu marques 2 points et tu termines à 12. Gilou, c'est toi une nouvelle fois qui t'impose. C'est 7 points pour toi. Tu vas nous donner le nom du vainqueur? Wout van Aert. Dan Felipe Martinez. Martinez. Dan Felipe Martinez. Les 2 points du jour vont dans l'escarcelle de Johan Tritz. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je C'est pas passe bon. devant Gilou, du coup, donc ça fait vraiment plaisir d'avoir gagné. Surtout que là, j'ai vraiment été Attendez, est-ce qu'on excellent. peut faire le point sur l'ensemble des réponses d'Anthony Colas pendant ce quiz? Wout van Aert, Piseger, Bettiol, je l'ai pas vu passer, Bettiol, je sais pas d'où il sort, Sacha, Pikachu, Biseger et Martins. Il a sorti Sacha alors que tu dis que c'est même Parce pas qu'il y a un mec un qui Pokémon. Et ce mec est titulaire à ma place, quoi. Ce mec Il est a parlé titulaire des à ma place. Pokémon. Ah Oui, ouais, oui, non. on avait compris, mais Oui, c'était- merci. c'était le prénom. Oui, on cherche des cyclistes, hein. Enfin, on cherchait en tout cas. À la base. Mais il s'appelle Sacha Modolo. Oui, bah Oui, oui. bah, d'accord. Merci. Ah ouais, parce que je l'appelle par son petit nom. Sur Kekeler, j'étais au taquet. Je l'ai envoyé au moins 10 fois à chaque fois en premier. Je me suis dit, on sait jamais si ça tombe. C'est vrai que j'ai pas vu toutes vos réponses, Jens mais il y a- Kekeler, ouais. il y a dû avoir du déchet quand même. Hein. Ah, moi, il y a Ah oui, il y a eu du Kekeler, du Sbaragli, du Seb Van Mark. Moi, pas tant que ça. Hein. Moi non plus. Non, non, il y a surtout du déchet chez Gilou et. Il a tout et le Ah temps. ouais, j'ai Ok. pré-shot, hein, j'ai pré-shot des trucs. Bon, allez, on va voir s'il y a du déchet pour les paris qu'on essaie de faire rapidement parce que, Pikachu. comme d'habitude, on est long. Ah, c'est même pas vrai. Bon alors, on parie sur le Tour de Romandie, un petit point quand même sur le classement qui, bon, est-ce que c'est vraiment le nombre de points, je sais pas. Je pense pas. Donc j'avais donné Pogacar pour Liège-Bastogne-Liège, je pense que j'ai eu faux. Alaphilippe, bon, bah pour Gilou, désolé aussi, tu as subi la chute. Et Van Aert pour Anthony qui marque quand même un point, mais bon, à force de marquer Van Aert, À c'est sûr que force tu de marques un petits point. points, j'arrive, je suis devant. Voilà, t'es égalité avec Jérémy, c'est vrai qu'a priori, encore une fois, parce que les points, c'est un petit peu aléatoire. Le Tour de Romandie où il n'y a pas beaucoup de monde sur la start list, hein, c'est pas notamment la course par étape la plus relevée de cette année 2022. Qu'est-ce qu'on peut avoir parmi les favoris? Qui veut commencer? Jérémy, est-ce que tu as ton petit favori? Je vais donner Higuita sans conviction. Et Higuita sans conviction. Est-ce que ça vaut moins de points ou plus de points, Higuita avec conviction ou sans conviction? Normalement, c'est le même nombre de points. Sauf si on me vole encore un point honteusement après la victoire de Van Baarle à Roubaix. Mais bon, c'est pas grave, je suis quand même premier. Je sais pas pourquoi tu as ce nombre de points, on va pas se mentir. Mais si c'est marqué comme ça, c'est que bon, on va rester comme ça. J'écouterai à un moment donné tous les paris et on verra pour le nombre de points. Rémi? Yon Izagirre. Oh oui, Yon Izagirre, pourquoi pas. Écoute, ça c'est pas mal pour Rémi qui donne Izagirre. Normalement, Anthony a eu le temps de regarder la start list étant donné qu'on l'a prévenu 3 jours avant. Alors, qui tu mets dans les favoris? Moi, je vais jouer pareil. Moi. Je vais jouer Caruso. Caruso. Pareil. De la Bahrain Victorious, bien sûr. Bien sûr, la Bahrain, toujours. Ouais. Valeur sûre. Ça quelques change pas, jours hein, du Giro. C'est pas Van Aert, c'est la Bahreïn pour Anthony, donc c'est normal. Gilou, t'as un petit truc à nous donner? Kekeler. Et ça, je vais jouer cette horreur, moi. Ah, Storer de la Groupama FDJ qui est évidemment sur la start list, tout comme Thibaut Pinot d'ailleurs, pour le rappeler. Et Marc Padoun, hein, messieurs, si vous voulez, sur la start list. Ça pas qui c'est. Oui, c'est vrai, pardon. Et moi, je vais jouer Geraint Thomas parce que je l'ai trouvé pas mal sur les classiques là. Ardennaise, il était devant, il a bien roulé, il s'est fait les jambes. Donc je vais donner pourquoi pas Geraint Thomas, même s'il y a un petit Vlasov là qui me fait de l'œil, mais il va être un peu fatigué. Vlasov est un petit peu fatigué. Ok, c'est cool pour les paris, j'ai tout noté, donc on aura les points à peu près normaux sur le prochain épisode. Sachant que je pense qu'on va remettre en place aussi un petit truc quand on aura le temps, c'est de mettre qui va être devant qui. Qu'on avait fait oui, les matchs. Ouais, les matchs des coureurs. Je pense que ça peut être sympa en plus de donner le pari, de donner 3 coureurs au très hasard bonne idée. et de donner vraiment le vrai classement, parce que sur les paris on a compris que c'était un peu n'importe quoi avec les cotes et tout, mais là on fera un truc avec de vrais paris. Excellente idée. Je reviens juste le temps d'effacer les 37 messages que j'ai reçus du coup, les notifications Twitter. Donc je vais les effacer, je reviens. Ah d'accord, parce que t'as reçu des menaces après derrière ou non? Non, mais j'ai reçu beaucoup de fausses réponses. Bon bah c'était cool les
gars, merci d'avoir été là. Gilou, tu seras pas benché longtemps, hein, parce qu'Anthony, il a été catastrophique. Je vois pas ce que mon pays peut faire de mieux pour revenir dans le bazar. Enfin, je veux dire, à un moment, non, mais... on a fait des chroniques de 45 minutes pour dire qu'il y a très peu Français qui ont fait des podiums dans des drôles de courses, et nous on fait 3 premiers sur une grande course et je suis même pas pris. Je suis hors de moi. Ouais, c'est normal. On a le seum. On est français, c'est normal. On a le seum par rapport à ça. Et allez, le petit tacle encore pour la Belgique. Non, mais après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer. On va jouer au quiz. La participation pour les prochaines émissions, on va jouer au quiz. Et là, tu seras tranquille. Ah, ça peut être marrant. Ça. Ouais, le dernier est exclu. Ok. Du coup, j'y serai tout le temps. Ça, c'est cool. Donc, ce qui est chouette, c'est qu'Anthony Nicolas ne jouera plus avant 2024 et les championnats du monde au Rwanda. Oui, malheureusement pour Anthony. T'es encore là, Anthony? On peut te dire au revoir? Ah oui, je suis là, je vous écoute, je contemple votre... Bon, allez, médisance. Je continue à discuter alors qu'on est hyper à la bourre. Merci les gars d'avoir participé. On se retrouve la semaine prochaine. Ça sera un petit peu de Giro normalement si tout se passe bien. Parce que ça Giro. Et puis merci à tous. Merci à Stéphane Delcourt d'avoir été là et aux auditeurs de nous écouter chaque semaine. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Ciao.